mesdames, messieurs les magistrats, madame la bâtonnière, monsieur le président de l'université Marie et Louis Pasteur, chers collègues, mes chers étudiants, c'est un réel honneur pour moi de vous présenter nos invités. Je souhaite tout d'abord la bienvenue à notre invité d'honneur, François Molins, qui est ancien procureur général de la Cour de cassation, comme vous le savez. François Molins a consacré l'entièreté de sa carrière au parquet, puisqu'il a débuté en qualité de substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Carcassonne, et son parcours l'a conduit aux plus hautes fonctions de la magistrature du ministère public, puisqu'il a exercé durant 5 ans, de 2018 à 2023, les fonctions de procureur général près la Cour de cassation. C'est toutefois lors de sa fonction précédente, lorsqu'il était procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de Paris, que M. Molins est devenu une figure familière des Français. Durant les années tragiques que nous avons traversées, lorsque nous avons été confrontés à une vague terroriste sans précédent, il a assumé la gestion judiciaire de ces crises et la communication institutionnelle qui les accompagnait. Son professionnalisme et sa pédagogie ont marqué les esprits dans ces moments où la nation avait besoin de repères. Cette expérience exceptionnelle, M. Molins vient de la restituer dans un ouvrage qui est paru en novembre dernier, novembre 2025, intitulé « Pratique judiciaire du contre-terrorisme ». Je garde en main l'ouvrage. Et cet ouvrage, ce livre, est riche. Il présente 2 aspects de cette expérience. D'abord, un aspect purement juridique et puis l'aspect pratique. Il est d'une grande accessibilité, il est très pédagogique et je ne peux que le recommander à la lecture de mes chères têtes blondes. Je tiens à remercier chaleureusement M. Molins d'avoir accepté l'invitation de nos étudiants pour intervenir sur cette thématique qu'ils ont eux-mêmes choisie. Ils ont bien choisi, la preuve. Donc c'est le bilan d'une décennie de lutte contre le terrorisme. Je vous remercie également très sincèrement, M. Molins, d'avoir accepté d'être le parrain de notre toute jeune formation, donc le Master droit pénal et sciences criminelles, qui accueille cette année la 2e promotion. Demain, M. Molins prononcera devant nos étudiants 2 conférences qui portent sur 2 thématiques d'une très grande actualité. La première est celle de la place du juge dans un État démocratique. Le sujet est d'actualité, vous en conviendrez avec moi. Et la 2e thématique porte sur la place et l'avenir du ministère public. Je voudrais maintenant souhaiter la bienvenue et remercier très chaleureusement Monsieur Christian Do, qui est donc en visio, qui est commissaire divisionnaire et chef de la division nationale de la répression du terrorisme international et séparatiste. Monsieur Molins, à ma droite, m'a soufflé tout à l'heure que nous avions une grande chance de vous avoir en ligne. Monsieur Do a accepté de remplacer au pied levé Monsieur Prieur, qui ne peut malheureusement être parmi nous aujourd'hui à raison d'un décès dans sa famille. Je vous suis d'autant plus reconnaissante de votre disponibilité dans ces circonstances, Monsieur Do. Donc depuis 2014, Monsieur Do est spécialisé dans la lutte contre le terrorisme et la répression du banditisme. Il a notamment témoigné à 3 reprises lors du fameux procès V13, qui est le procès qui s'est tenu à Paris sur plusieurs mois suite aux attentats terroristes du 13 novembre 2015, avec notamment l'attaque du Bataclan. Sa présence à nos côtés aujourd'hui apportera à notre réflexion l'expertise opérationnelle indispensable en complément de l'approche judiciaire incarnée par M. Molins. Avant de vous céder la parole, Monsieur le Président, permettez-moi de vous remercier de votre présence aujourd'hui. Cette présence témoigne une fois encore de l'attention que vous portez aux activités, aux manifestations qui sont mises en place par nos collègues et moi-même. Et c'est pour nous très important d'être accompagnés de la sorte. Je tiens également à remercier Christophe Gesselot, qui est le directeur du Centre de recherche juridique
de Franche-Comté et voilà, qui m'a accompagnée également dans la mise en place de cette manifestation, ainsi que les étudiants, et qui a accepté la prise en charge de toutes les dépenses qu'implique une telle organisation. Enfin, je souhaite préciser que cette table ronde a été organisée par les étudiants du Master 1 et du Master 2 de droit pénal et de sciences criminelles dans le cadre d'un projet tutoré. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est eux qui ont choisi la thématique de cette rencontre et c'est eux qui ont organisé l'entièreté de cette manifestation avec les questions, un mot de clap à la fin. Donc je tiens à les féliciter très chaleureusement pour leur dynamisme et de travailler ainsi dans un esprit d'équipe qui est remarquable et qui, j'espère, passera de promotion en promotion. Sans plus tarder, Monsieur le Président de l'Université, je vous passe la parole. Merci beaucoup, Béatrice. Monsieur François Molins, ancien procureur général près la Cour de cassation, Monsieur Christian Do, commissaire divisionnaire et chef de la division nationale de répression du terrorisme international et séparatiste, Madame Béatrice Lapéroux-Schneider, professeure des universités, chère Béatrice, Mesdames et Messieurs, chers et chers collègues, chers étudiants et étudiants. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui dans notre université à l'occasion de cette table ronde, consacrée à un sujet aussi douloureux que fondamental, la lutte contre le terrorisme en France. Le terrorisme n'est pas seulement un crime d'une gravité extrême. Il interroge nos institutions, nos pratiques judiciaires et plus largement la capacité de l'État de droit à se défendre sans renier ses valeurs démocratiques. C'est pour moi un grand plaisir que d'ouvrir cette discussion en présence de deux intervenants dont l'engagement et l'expertise ont profondément marqué la lutte antiterrorisme en France. Figure majeure de la justice, M. François Molins a été en première ligne lors des attentats qui ont frappé et endeuillé notre pays il y a désormais plus de 10 ans. Béatrice Lapéroux l'a rappelé à l'instant. Il est l'auteur d'un ouvrage récemment paru intitulé « Pratiques judiciaires et du contre-terrorisme », dans lequel il présente la construction du dispositif législatif antiterroriste, tout en analysant les choix qui ont dû être opérés pour préserver les libertés publiques et la pérennité de l'état de droit face à la menace terroriste. Monsieur Molins, Béatrice l'a rappelé également, a accepté d'être le parrain de notre promotion du Master 2 de droit pénal et de sciences criminelles, un privilège pour notre université, mais aussi l'illustration de l'importance du dialogue entretenu par notre institution avec les praticiens de terrain, entre la théorie du droit et sa mise en œuvre concrète dans des situations parfois les plus extrêmes. Je veux souligner, cher monsieur, la force et la constance de votre engagement à nos côtés, vous qui représentez un exemple pour notre jeunesse. Vous interviendrez d'ailleurs, Béatrice l'a rappelé également, auprès de nos étudiantes et de nos étudiants demain, autour de deux thématiques, le rôle du juge dans un État démocratique et la place du parquet et son avenir. L'occasion, une fois encore pour notre promotion, d'enrichir sa formation et de bénéficier d'un éclairage fondamental d'un praticien de terrain dont le discours se nourrit d'une expérience riche et de missions accomplies au plus haut niveau de la pyramide judiciaire. Je salue également la présence aujourd'hui de Christian Do, commissaire divisionnaire et chef de la division nationale de répression du terrorisme international et séparatiste, acteur opérationnel de lutte contre le terrorisme. Il a lui aussi été directement impliqué dans les enquêtes liées aux attentats de Paris. Votre présence, messieurs, est un honneur et vos témoignages jetteront sans nul doute un éclairage précieux sur la réalité de la lutte contre le terrorisme en France. Je tiens également à saluer ma collègue Béatrice Lapéroux-Schneider, professeure de droit privé et sciences criminelles, qui œuvre au quotidien au service de nos étudiants, notamment dans le cadre du Master 2 qu'elle dirige, mais aussi au service de notre établissement, par son engagement constant qui s'exprime par l'exercice de multiples responsabilités, et je pense plus particulièrement à la direction de notre Institut des humanités et du droit. Ces deux mots réunis, humanité et droit, se conjuguent pour rappeler que l'université demeure un sanctuaire républicain, un espace de liberté, de discussion, d'espoir, d'ouverture au monde, au sein duquel notre mission est d'éduquer, de transmettre et d'innover. Cette table ronde, organisée et animée par nos étudiants du Master droit pénal et sciences criminelles, entre en parfaite résonance avec cette ambition. Nous allons donc avoir le plaisir d'entendre des experts qui vont nous aider à décrypter et à tirer les enseignements d'une décennie de lutte contre le terrorisme en France.
N'étant pas spécialiste de cette question, permettez-moi de formuler quelques interrogations en guise d'introduction à vos travaux. Quel est l'état actuel de la menace terroriste en France, alors qu'il se murmure qu'une centaine d'attentats auraient été déjoués depuis 10 ans? Cette menace a-t-elle changé de nature, de forme ou d'acteur au cours de ces dernières années, avec une question qui me préoccupe plus particulièrement: qu'en est-il de l'implication de la jeunesse? Comment lutter de manière efficace contre le terrorisme dans un contexte de menaces persistantes? De quels outils juridiques et opérationnels les autorités disposent-elles aujourd'hui? Comment, dans un contexte de méfiance toujours plus prégnant, est-il possible de concilier une forte exigence de sécurité et la protection des libertés publiques, mais aussi le respect des principes fondamentaux, dont l'état de droit, qui fait récemment l'objet d'une remise en question? Bref, comment est-il possible d'articuler état d'urgence et valeurs républicaines? Permettez-moi d'esquisser une réponse en citant François Saint-Bonnet, professeur d'histoire du droit, qui, dans un entretien accordé le 23 novembre 2015 à La Vie des idées, c'est-à-dire au lendemain de l'état d'urgence décrété dans la nuit du 13 au 14 novembre 2015, après les attentats de Paris et de Saint-Denis, écrivait la chose suivante: l'équilibre entre sécurité et liberté est nécessairement mouvant et il est sans cesse actuel. Il peut être réévalué démocratiquement, à condition toutefois de sortir rapidement de l'émotion et des arguments d'autorité et de renouveler ceux de la raison. À toutes ces questions et à bien d'autres sans doute, je ne doute pas que cette table ronde apportera des réponses passionnantes. C'est donc avec plaisir que je laisse la parole à nos spécialistes qui vont nous faire bénéficier de leur éclairage expert dans le domaine. Je vous remercie. Je donne la parole rapidement à Christophe Gesselot, donc le directeur du Centre de recherche juridique de Franche-Comté. Merci, chère Béatrice. Je reste ici. Le Centre de recherche juridique de Franche-Comté, CRJFC, que je représente, se réjouit de l'organisation de cette table ronde par les étudiants du Master de droit pénal et de sciences criminelles, en la présence de Monsieur le procureur général à la Cour de cassation, François Molins, et de Monsieur le commissaire divisionnaire, Christian Do. Notre centre juridique de recherche juridique attache une importance particulière au lien qu'il peut tisser, qu'il peut développer avec les étudiants de master. Il est important pour nous de leur faire découvrir les activités scientifiques, de les sensibiliser à ces activités, et si possible, de leur donner le goût de la recherche. C'est la raison pour laquelle nous les invitons, nous vous invitons, chers étudiants, aux différentes manifestations scientifiques que nous organisons. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, ce n'est pas le CRJFC qui invite, c'est le CRJFC qui est invité en quelque sorte par les étudiants à l'occasion de cette table ronde, sous la direction du professeur Béatrice Lapéroux-Schneider, que je remercie. Alors j'en suis d'autant plus heureux que l'initiative vient des étudiants. Et permettez-moi, chers étudiants, de vous remercier très chaleureusement, de me donner l'occasion de vous témoigner tout mon intérêt et de vous témoigner, de vous apporter également tout mon soutien. Voilà, je ne serai pas plus long, je vous remercie. Donc je vais maintenant donner la parole à pratiquement la chef d'orchestre de cette manifestation, Romane Ripamonti, donc il va vous expliquer comment va se dérouler cette manifestation. Bonjour à toutes et à tous. Avant de débuter, je souhaite tout d'abord remercier nos invités pour leur présence au sein de notre université. Je souhaite également remercier Madame Lapéroux-Schneider et Monsieur Le Moulec, directeur du Master, pour la confiance qu'ils ont accordée à cette initiative et pour l'encadrement qu'ils offrent au quotidien aux étudiants. Je souhaite également remercier le Centre de recherche juridique et l'université, dont le soutien et la mise à disposition des locaux ont été essentiels à la réalisation de cette conférence.
Je tiens également à saluer le travail des étudiants du master droit pénal et sciences criminelles, dont l'engagement et l'investissement ont permis de rendre cet événement possible. Pour vous permettre de participer activement à la conférence, vous retrouverez sur les tables un QR code. En le scannant, vous pourrez accéder à un WooClap pour poser vos questions aux intervenants lors du temps d'échange prévu à la fin. Vous y retrouverez également les réseaux sociaux de l'association des étudiants du master, ainsi qu'une cagnotte pour ceux qui souhaiteraient soutenir le financement de projets comme celui-ci. Revenons maintenant à la soirée du 13 novembre 2015, une date qui a durablement marqué Paris, la France et au-delà notre conscience collective. 10 ans plus tard, il ne s'agit ni de raviver l'émotion, ni de céder à la commémoration formelle, mais bien de rappeler des faits qui demeurent au fondement de nombreuses évolutions institutionnelles, juridiques et sécuritaires. Se souvenir de cette soirée, c'est aussi reconnaître la place des victimes et de leurs proches et inscrire notre réflexion dans un indispensable devoir de mémoire, indissociable de l'analyse. Ce soir-là, la capitale a été frappée par une série d'attaques terroristes coordonnées, menées par 3 équipes d'assaillants, opérant presque simultanément à Paris et à Saint-Denis. L'attaque débute vers 21h16, avec une première explosion à proximité du Stade de France, causant la première victime de la soirée. Quelques minutes plus tard, vers 21h24, un deuxième groupe ouvre le feu sur les terrasses des 10e et 11e arrondissements, visant des lieux de vie et de convivialité. Ces fusillades font 39 morts et de nombreux blessés. À 21h45, un troisième groupe prend pour cible le Bataclan, où près de 1500 personnes assistent à un concert. Les forces de l'ordre interviennent rapidement. 2 policiers de la BAC neutralisent un premier assaillant vers 22h, avant l'engagement de la BRI et du RAID. Après une prise d'otage et des négociations, l'assaut final est lancé vers minuit 18, permettant la libération des derniers otages et la neutralisation des terroristes. Face à l'ampleur de ces attaques, le président de la République de l'époque, François Hollande, décrète l'état d'urgence à minuit, marquant le début des premières mesures de riposte immédiate. Cette nuit met en lumière la complexité extrême de la gestion d'une crise terroriste de grande ampleur, ainsi que les défis inédits auxquels sont confrontés les services de sécurité, les autorités judiciaires et les institutions de l'État. C'est dans cette perspective que cette conférence se propose de dresser le bilan de la décennie écoulée, en analysant ces événements et leurs conséquences à travers 3 grandes parties. Nous reviendrons d'abord sur le cadre légal et l'état du renseignement avant la soirée du 13 novembre 2015. Puis, nous attarderons plus précisément sur l'organisation judiciaire durant la soirée du 13 novembre 2015, avant d'évoquer les évolutions post-attentat en ciblant 3 points. D'abord, l'état d'urgence et le difficile équilibre entre enjeux sécuritaires et libertés publiques. Puis la création du parquet national antiterroriste, appelé PNAT. Enfin, nous reviendrons sur le procès des attentats du 13 novembre 2015, dit procès V13. Au fil de cette conférence, nous examinerons la réponse immédiate apportée par les institutions, les évolutions législatives et judiciaires mises à l'œuvre depuis lors, ainsi que les enseignements tirés pour renforcer la sécurité, tout en préservant les principes fondamentaux de l'état de droit. Je vous remercie sincèrement pour votre présence et votre attention. Sans plus attendre, je vous propose d'entrer dans le cœur de nos travaux et de donner la parole à nos intervenants ainsi qu'à nos étudiants. Bonjour à tous. Bonjour Monsieur le procureur général. Nous allons commencer sur le cadre légal de la lutte antiterroriste. Avant 2015, la France disposait déjà d'un arsenal juridique spécifique qui s'est construit progressivement depuis 1986. Il reposait déjà largement sur les renseignements dans un contexte où la menace existait déjà. On peut notamment rappeler les départs des ressortissants français vers la Syrie, ainsi que les attentats commis en 2012 par Mohamed Merah. Cet attentat a illustré alors une menace souvent perçue comme plus individuelle ou faiblement structurée, et reposait donc sur des acteurs isolés. Les attentats de 2015 marquent cependant une rupture majeure. Les attaques sont coordonnées, simultanées et présentent une organisation et une logistique inédite.
qui étaient parfois qualifiés de quasi-militaires selon certaines personnes. Ces événements ont mis à l'épreuve et de manière brutale le cadre légal antiterroriste qui existait et ont conduit par la suite à de nombreuses évolutions législatives. Au regard de votre expérience en tant que procureur de la République près du tribunal de grande instance de Paris, quel regard portez-vous sur le cadre légal antiterroriste antérieur à 2015 ? Était-il efficace en l'état ? Et corrélativement, les attentats du 13 novembre ont-ils permis de mettre en évidence les lacunes que ce cadre pouvait présenter ? Je vous remercie. D'abord, bonjour et bonjour à toutes. J'espère que ma voix va tenir le coup parce que je suis en train de la perdre. Merci, monsieur. Je voudrais remercier monsieur le président des propos qu'il a tenus, remercier madame Lapéroux-Schneider. C'est la troisième fois que je viens à Besançon. Maintenant, je me laisse convaincre par son dynamisme chaque fois. Donc, on est en train de créer une habitude. Merci à Christian Do d'être là. Je ne l'avais pas vu depuis quelques années, mais j'ai un souvenir ému de la qualité de la collaboration qu'on avait eue avec le parquet de Paris et lui lorsqu'il dirigeait la SAT, la section antiterroriste de la brigade criminelle. Et sans vouloir faire trop de compliments, parce qu'il faut faire attention, pas en faire trop. Bravo à vos réflexions, les étudiants, parce que franchement, c'est très logique et très bien présenté. Alors, ce que je voudrais d'abord vous dire, moi, puis je vais vous répondre, c'est que c'est très bien de réduire à cette période de 10 ans, mais c'est quand même un petit peu plus compliqué, et je vais vous répondre sur les 10 ans, mais il ne faut pas perdre de vue que le contre-terrorisme en France, d'abord, n'a jamais changé de doctrine, et surtout, c'est construit sur le temps long, parce qu'on s'aperçoit que, à l'occasion de chaque événement, les choses ont évolué. Alors, même doctrine, les attentats de vendredi 13 n'ont pas remis en cause le schéma qu'on a choisi d'une justice spécialisée et non spéciale. C'est-à-dire que le terrorisme, on lutte contre lui dans le cadre de l'état de droit et en respectant la règle du procès équitable. Quelles que soient les critiques qu'on peut entendre, on n'en est jamais sorti. C'est les mêmes juges, suivant les mêmes règles de procédure qui statuent, avec le même respect du principe du contradictoire, le même droit à la défense, le même droit au recours, etc. Je dis que ça s'est construit sur le temps long parce qu'on s'aperçoit qu'en réalité, on pourrait identifier 30 ans qui sont vraiment sur la construction d'un cadre normatif. Deux choses simplement. Il faut se souvenir que l'association de malfaiteurs terroristes, elle intervient qu'en 1996. L'association de malfaiteurs terroristes criminels n'intervient qu'en 2006. Donc vous voyez, c'est chaque fois des strates successives dans lesquelles l'exécutif et le législatif tirent les conséquences de l'évolution du terrorisme. Et puis on en arrive effectivement à cette question sur le cadre légal et le renseignement avant le 13 novembre. Donc, si j'ai bien compris, vous voulez que je parle des angles morts et des difficultés qui existent avant. Alors, je pense qu'il y en a un certain nombre, effectivement, qui ont été corrigés pour certains avant 2015 et d'autres, effectivement, bien après, au regard de la prise de conscience des attentats, tout ça sous le contrôle de Christian Do, qui l'explicitera ensuite avec un angle plus police-judiciaire. Ce que je voudrais dire d'abord, c'est que le terrorisme, il est traditionnellement appréhendé dans une dimension collective. Et on a connu ça dans les années 80-96. Le terrorisme, en général, c'est l'apanage de cellules. Donc, on l'appréhende toujours dans le cadre d'une dimension collective. Et c'est dans ce cadre de dimension collective qu'on va interpréter classiquement le fait de ces actions qui sont le plus souvent, pour ne pas dire quasiment toujours, le fait de plusieurs personnes. Jusqu'à ce qu'on arrive à une rupture, c'est au début des années 2000, avec la théorisation du djihad global et notamment du djihad individuel, où Al-Qaïda va développer une théorie du passage à l'acte individuel, avec un mot anglais qui est finalement très parlant, je n'aime pas trop ces mots-là, mais ils appellent ça « Armies of One ». Voilà, vous avez une armée, mais en fait, l'armée, c'est une personne. Je préfère ce terme-là, celui de loup solitaire, qui pour moi, j'aime pas l'utiliser parce qu'il est trop trompeur. Donc à partir de la fin du début des années 2000 et particulièrement la fin des années 2008, 2009, 2010, 2011, on va voir apparaître effectivement cette notion de passage à l'acte individuel au travers notamment de deux exemples illustrés par deux affaires que tout le monde connaît. Enfin, tout le monde connaît l'une, l'autre beaucoup moins. La première, c'est l'affaire Mera, qui a donné l'occasion de mettre la focale sur un angle mort qui existait. L'affaire Mera, c'est pour moi, j'ai toujours analysé comme ça, je le dis librement,
comme une faillite des services de renseignement de l'époque, et de la justice aussi, parce qu'on n'a pas su voir. Mais Meyrat, en réalité, derrière son traitement, posait une difficulté, c'est que si les services de renseignement étaient venus nous voir à l'époque pour nous dire les entraînements que Meyrat avait suivis au Waziristan, dans la zone pakistano-afghane, on aurait été très gênés pour engager des poursuites. Pourquoi? Premier angle mort. Parce qu'à l'époque, vous avez un code pénal, les étudiants, article 113.7, les crimes et délits sont punissables à l'étranger si la victime est française, et si c'est un délit, il faut qu'il soit dénoncé par l'État étranger. Si les services de renseignement étaient venus nous voir pour Meyrat, ils auraient dénoncé une association de malfaiteurs terroristes commise à l'étranger. On n'aurait pas pu faire. Il n'y avait pas de victime française encore, et on aurait été dans la possibilité de poursuivre. Donc, première correction, vous avez une loi en décembre 2012 qui intervient et qui va venir vous mettre dans le code pénal un article 113-13 qui vous dit que la loi pénale s'applique hors de la République en matière de terrorisme, même s'il n'y a pas de victime, à l'égard de tout Français ou résident habituel en France. Premier angle mort corrigé. Le second, il le sera à l'occasion de nouveau d'un passage à l'acte individuel, qui est moins connu. On est en 2013, je crois. 2013 ou 2014, M. Dom dira si je me trompe. C'est l'attaque d'un policier à la Défense, ou d'un militaire, je crois, de Vigipirate à la Défense, qui va être agressé par un djihadiste qui s'est radicalisé tout seul sur Internet, et qui va, à ce moment-là, faire prendre conscience, effectivement, de la fragilité du système. On a l'association de malfaiteurs terroristes, qui est faite pour, effectivement, une association, c'est au moins 2 personnes, sinon ça ne marche pas. Et là aussi, nouvel angle mort, effectivement, on se rend compte qu'on est en difficulté pour lutter contre ce genre de choses, et ça va être corrigé, alors là, par une loi de 2014, donc avant 2015, qui sera d'ailleurs censurée une fois par le Conseil constitutionnel, et on va créer l'entreprise individuelle terroriste, qui va permettre effectivement de lutter contre ces passages à l'acte d'individus agissant tout seuls, à condition de respecter un certain nombre de conditions. C'est un texte, en droit pénal spécial, qui est quand même assez complexe à comprendre et à utiliser. Des angles morts, il y en a eu d'autres. Il y en a un qui était très important et qui a été corrigé, alors je l'évoque parce que là aussi il a été corrigé avant 2015, qui concerne des renseignements. Et puis j'en évoquerai deux derniers. Les renseignements. Avant 2015, les services de renseignement français travaillent en réalité finalement un peu en dehors de tout cadre légal, dans la mesure où ils font des tas de choses qui ne sont encadrées par aucun texte. Et sous l'égide de Bernard Cazeneuve, va être adopté le 24 juillet 2015, donc avant les attentats de novembre, une loi cadre sur le renseignement qui va permettre aux services de renseignement, sur autorisation du Premier ministre et sous le contrôle de la CNCTR, la Commission nationale de contrôle et de traitement du renseignement, de procéder à un certain nombre d'actes, perquisition, sonorisation, captation informatique, IMSI-catcher, etc., tout ce que vous voulez, et qui va donc, j'allais dire, donner un cadre juridique fortifiant et aussi validant et sacralisant ces techniques de renseignement. Donc on peut dire effectivement que les services de renseignement avaient commencé à évoluer. Restait quand même un autre angle mort, moi que j'ai vécu au niveau du parquet de Paris, c'est que quand on voyait le fonctionnement, on avait quand même encore des anomalies en termes de fonctionnement qu'on pourrait qualifier de fonctionnement en silo. C'est-à-dire qu'on avait quand même une tendance, moi je l'avais ressenti, M. Do dira comment ce qu'il en pense, on avait bien ressenti qu'on pouvait avoir à un moment donné des problèmes de circulation de l'information qui faisaient que le renseignement, d'abord, n'était pas forcément échangé de façon suffisamment complète et suffisamment fluide entre les services de renseignement. Ils ne se disaient pas forcément tout. Moi, j'avais notamment constaté ça à l'époque entre la DGSE, donc le contre-espionnage à l'étranger, et la DGSI, contre-espionnage sur le territoire national. Et il pouvait aussi y avoir parfois des difficultés de circulation d'informations entre le renseignement et la PJ, et le renseignement et la justice. Donc ça, c'était effectivement un angle mort qui pouvait parfois, et qui a pu parfois, même après 2015, expliquer certains attentats qui ont été commis, alors que si on avait mieux fonctionné, on aurait peut-être pu les empêcher. Deux derniers angles morts que j'évoquerai, enfin, pour ne pas être trop long, les départs en Syrie. Les départs en Syrie, ils ont posé des grosses difficultés parce que
la France, en réalité, a eu un rôle tristement prévalent dans ce domaine-là. Il faut savoir qu'il y a 6 000 djihadistes européens qui ont rejoint la Syrie. La France en a fourni 32% à elle seule. On a à peu près 2000 djihadistes français qui sont partis. Et ces gens-là, ils posaient des tas de problèmes parce que d'abord, il fallait les identifier. Ça, c'était effectivement le travail des services de renseignement. Je pense que Christian Doe en parlera. Et qu'on avait effectivement un angle mort qui était considérable en termes d'absence de visibilité. C'est que ces gens-là constituaient un danger qui était potentiellement extrêmement fort et à plusieurs niveaux, parce qu'ils étaient d'abord dangereux parce qu'ils rejoignaient une organisation djihadiste en Syrie ou en Irak, et ils étaient encore plus potentiellement dangereux parce qu'ils étaient susceptibles de revenir sur le territoire français alors qu'ils avaient été formés au maniement des armes, embrigadés idéologiquement et militairement, et qu'ils avaient donc une capacité de nuisance qui était encore plus forte qu'avant le départ. Donc il y a eu un double travail qui s'est développé, qui a consisté à judiciariser tous ces gens-là, donc à ouvrir des enquêtes confiées notamment à l'ASDAT et à la SAT et à la DGSI sur tous ces gens, et aussi à faire en sorte, ça a été une des grandes responsabilités du gouvernement de l'époque, je sors un peu de ma casquette, mais je pense que c'est important de l'évoquer, avec une volonté des pouvoirs publics qui a consisté à modifier le code de la sécurité intérieure pour s'attacher à pouvoir, par arrêté du ministre, faire des oppositions à la sortie du territoire national. C'est-à-dire que si on identifiait quelqu'un qui était susceptible de partir, eh ben, on piquait son passeport et on l'empêchait de s'en aller, et on l'empêchait de rejoindre le djihad pour aller se former là-bas. Voilà. Ça, c'était le dernier. Alors, je ne suis pas exhaustif dans ma liste. Il y a un dernier angle mort qui me paraît particulièrement important et qui n'a pu être corrigé qu'après 2015, j'y reviendrai, mais sans toucher à la loi, uniquement avec des pratiques de politique pénale, c'est le financement du terrorisme. Le financement du terrorisme, il a ceci de caractéristique que ce n'est pas des gros financements. Je crois qu'on avait estimé le financement de vendredi 13 à plus de 100 000 euros. Je ne sais pas dire précisément combien, mais je crois que c'était au-dessus de ça. En matière de terrorisme, le terrorisme, souvent, c'est le microfinancement. Ça peut être des dizaines, des centaines ou quelques milliers d'euros. Donc, c'est des choses qui ont vocation à se perdre dans les circuits bancaires et financiers et qui sont donc d'autant plus difficiles à identifier. Et on avait à l'époque quelque chose, une pratique au niveau du parquet de Paris, on peut plaider coupable avec le recul, qui contribuait à garantir cet angle mort et à ne pas l'achever, c'est qu'on avait une pratique qui en fait était extrêmement mauvaise, je pense que c'est le mot, on peut le dire, qui consistait à la chose suivante. En matière de financement du terrorisme, vous avez des organismes bancaires qui sont tenus de faire des déclarations de soupçons à Tracfin, service de renseignement financier, qui va les analyser, les croiser, et qui, s'il estime que ça peut constituer une infraction, vont dénoncer ces faits au parquet de Paris et ils vont faire un signalement. À l'époque, parquet de Paris, ça explique bien l'angle mort, qu'est-ce qu'on faisait? On recevait ces choses-là, il faut dire que ces rapports sont parfois un peu édulcorés. Ces rapports de Tracfin, on vous explique des flux financiers, puis on vous dit bon, c'est peut-être susceptible de constituer une infraction en matière terroriste compte tenu de la personnalité du mis en cause. Et au parquet de Paris, à l'époque, on ne se fatiguait pas. On se disait bon, ok, on a un signalement, il n'y a pas grand-chose qui peut permettre de retenir la compétence du parquet terroriste, donc on envoyait ça aux parquets locaux. Si la personne dénoncée, par exemple, était à Besançon, on allait l'envoyer à Besançon, en disant au procureur de Besançon, ben, mon cher collègue, on vous envoie signalement pour compétence, on vous laisse le soin d'ouvrir une enquête, et si, par hasard, au terme de votre enquête, vous avez des éléments qui permettent de caractériser une infraction terroriste, eh ben, vous reviendrez nous voir et on récupérera le dossier. On n'avait quasiment jamais de retour. Quand on en avait, c'était 3, 4 ou 5 ans après. Donc, dernier angle mort, ces affaires étaient en réalité non traitées sur le plan du financement du terreau et finissaient par des classements sans suite dans les parquets locaux. C'est des choses qu'on a été amené à corriger après. Je vous dirai peut-être tout à l'heure comment on a fait. Merci. Alors, la prochaine question va porter sur le renseignement et elle est destinée à M. Christian Doe, que je remercie énormément puisque j'ai pu effectuer mon stage au sein de la SAT. Et donc, en effet, au moment des attentats de Paris, vous avez été chef de la section antiterroriste de la brigade criminelle de Paris, autrement dit la fameuse brigade du 36 rue du Bastion, anciennement au 36 quai des Orfèvres.
Et cette brigade est historiquement connue pour avoir résolu un bon nombre d'affaires de droit commun, mais elle s'est aussi fortement impliquée dans les affaires terroristes depuis quelques décennies. Elle comprend un groupe financier, cette section terroriste, et donc elle est systématiquement saisie avec la DGSI pour les affaires terroristes en région parisienne. Dans le cadre de ces affaires, le renseignement est une partie importante, puisqu'il sert à collecter, réunir des informations qui intéressent la sécurité nationale. Dans le cadre de vos enquêtes, il s'agissait d'exploiter ces renseignements, qu'ils soient administratifs ou financiers. Cette articulation entre la police judiciaire et les services de renseignement apparaît donc essentielle pour traiter ces dossiers, que ce soit donc avec la DGSI ou avec Tracfin, dont M. Molins parlait il y a 2 minutes. Plus encore, vous êtes à la sous-direction antiterroriste, autrement dit la SDAT, qui a une compétence nationale dans l'antiterrorisme, et elle coordonne les enquêtes lorsqu'une action terroriste a été commise en France. Vous avez donc une expérience très approfondie en la matière, et partant de ce postulat, que pouvez-vous nous dire sur l'importance du renseignement, et plus encore sur le rôle croissant que le renseignement financier a pu avoir? Je vous remercie. Alors, le renseignement a bien évidemment un rôle fondamental dans les enquêtes terroristes. Bon, maintenant, une fois qu'on a dit ça, c'est un peu une apalissade. Et ça peut être également un piège. C'est-à-dire que quand vous prenez des anciens plans antiterroristes, avant la vague d'attentats que l'on a connus, ces plans, ils étaient très simples. C'était, d'une part, le renseignement, pour détecter d'éventuels passages à l'acte, et ensuite, les groupes d'intervention pour contrer le passage à l'acte. Mais en fait, la place du judiciaire, si on prend le plan parisien en termes de lutte antiterroriste avant 2015, le plan de la préfecture de police ne mentionne même pas la partie judiciaire. Ça, c'est quelque chose qui s'est corrigé, je dirais, avec le temps, parce que, si vous voulez, vous avez mentionné dans les enquêtes la DGSI, Tracfin, qui sont des services de renseignement. Il y en a d'autres. Maintenant, malheureusement, les services de renseignement ne peuvent pas tout détecter. Et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, on parle de deux niveaux de cercle de renseignement. Les services de renseignement type DGSE, DGSI étant le premier niveau du cercle de renseignement. Mais le deuxième cercle de renseignement comprend les services judiciaires, la brigade criminelle, la sous-direction antiterroriste. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte, si vous voulez, la distinction et l'utilité des services judiciaires, c'est qu'on va être, nous, saisis lorsqu'un attentat a été commis. Et si un attentat a été commis, c'est soit parce que des choses n'ont pas été détectées, soit parce qu'ils n'ont pas pu être prises en compte à temps. Et finalement, le judiciaire peut à son tour alimenter les services de renseignement. Donc en fait, si vous voulez, c'est pour ça que maintenant on parle de cercle où le renseignement peut alimenter le judiciaire, qui peut alimenter le renseignement. À titre d'exemple, quand on a les attentats, de 2015, pour les services de renseignement, en novembre 2015, Abaoud est en Syrie. Et ce n'est pas uniquement les services de renseignement français qui le disent au départ, mais c'est également d'autres services de renseignement. Donc voilà, c'est une illustration, je vous dirais parmi d'autres, sur la problématique des services judiciaires qui peuvent aussi alimenter les services de renseignement. Le sujet aussi par rapport à votre question est je dirais une évolution pour rebondir sur la question précédente, c'est quand même le sujet au niveau des services de renseignement, c'est que bien évidemment ce qu'ils font est secret. Et donc à partir de là, il y a une culture du secret et parfois une certaine réticence à partager ces informations. Donc un gros sujet qui a été le nôtre avant 2015, c'était en fait de savoir qui travaillait sur quoi. Et pour ça, une des évolutions majeures a été la mise en place de ce qu'on appelle le FSPRT, donc le fichier spécialisé des personnes radicalisées terroristes, qui a permis pour le ministère de l'Intérieur de savoir à temps constant quel service travaille sur qui, que ce soit sur le plan administratif, donc du renseignement, ou sur le plan judiciaire. Donc aujourd'hui, et donc suite à, parce que si vous voulez, si on doit faire un bilan et si on doit faire le plan par rapport à ce qui s'est passé sur 10 ans, il faut bien avoir conscience qu'avec tous les débats qui ont eu lieu en Syrie, et comme rappelait M. Molins, bon, on s'est retrouvé quand même avec plusieurs milliers de personnes combattantes. Donc en fait, on se retrouve in fine à devoir gérer et judiciariser une armée, concrètement.
Donc à partir de là, il a fallu être innovant et il a fallu penser à de nouveaux outils et surtout travailler en complémentarité les uns avec les autres, services de renseignement avec services judiciaires. Et à mon sens, bon, on a pas mal, trop mal fait. Ça c'est pas, franchement, ça a très bien évolué avec le temps. Voilà un petit peu moi ce que je pouvais vous répondre sur cette première question. Super, merci beaucoup. Bonjour. Bonjour à tous. Ma question portera sur l'organisation judiciaire pendant la soirée du 13 novembre. Ainsi, la nuit du 13 novembre 2015, les forces de sécurité et de secours ont été confrontées à une situation d'une ampleur et d'une brutalité inédites. Très rapidement, les centres d'appel ont été submergés, les informations fragmentaires, voire contradictoires, et les attaques se sont succédées en plusieurs points du territoire parisien. Dans un climat de peur, de confusion et d'urgence absolue, il a fallu intervenir sans attendre, alors même que les lieux n'étaient pas encore sécurisés et que la menace restait incertaine. Les premiers acteurs arrivés sur les scènes d'attaque, les primo-intervenants, ont ainsi joué un rôle central. Les primo-intervenants sont des individus ou des services qui interviennent en premier lors d'une situation nécessitant une action immédiate. Ils interviennent avant même l'arrivée de renforts spécialisés. Leur mission consiste à porter assistance, à neutraliser le danger lorsqu'il est identifié et à préparer l'intervention des autres services. Toutefois, lors d'événements d'une telle ampleur, cette logique de réaction immédiate se heurte à de nombreuses difficultés, telles que les risques persistants, notamment celui d'un surattentat, le manque de visibilité, la multiplicité des acteurs sur le terrain et la prise de décision rapide dans un contexte d'information incomplète. La soirée du 13 novembre pose ainsi, de manière particulièrement aiguë, la question de la coordination entre les différents services ainsi que celle de la répartition des rôles et des responsabilités dans une situation de crise extrême. Dans cette perspective, messieurs, quels ont été les principaux défis rencontrés lors de cette soirée, notamment en matière de coordination et de répartition des rôles? Et, avec le recul, la politique du primo-intervenant a-t-elle montré certaines limites dans la gestion des attentats du 13 novembre? Donc c'est moi qui commence. Oui. Bon, pour commencer par la fin, c'est sûr que les primo-intervenants en matière de terrorisme, non, on n'a jamais vraiment fonctionné comme ça. Vous allez le voir au niveau de ce que je vais dire. Deux observations générales. D'abord, pour commencer, c'est que quand on appartient à un service de renseignement, à un service de PJ ou à un service judiciaire, le parquet par exemple, on a des compétences à exercer. Et ces compétences, il faut les exercer le mieux possible et le plus efficacement possible. La difficulté dans des cadres d'intervention comme ceux du 13 novembre ou du 6-7 janvier, c'est qu'on est confronté à une situation de crise et qu'on est véritablement dans la gestion de crise, donc dans un contexte hors norme qui n'a rien à voir avec ce qu'on a l'habitude de traiter au quotidien. Donc j'ai essayé de vous expliquer comment, en ce qui concerne le parquet de Paris, à l'époque, on a réglé ses compétences au travers des différentes compétences qui étaient les nôtres et que je vais égrener pour montrer comment on a procédé. Alors, quand vous êtes dans un service judiciaire, parquet, la première compétence, parquet terroriste, c'est de savoir si c'est terroriste ou pas. Voilà. Ça peut être des fois assez compliqué, hein. Je vous renvoie à l'actualité, il y a certains dossiers qui ne sont pas simples. Le 13 novembre, ça m'est quand même rendu compte assez vite. Moi j'étais chez moi, j'ai souvent raconté, j'avais une semaine compliquée, j'allais me coucher, j'ai eu un appel du chef de la police parisienne, sécurité publique, qui s'appelait Jacques Méric, à 21h25, qui m'a avisé de la première explosion au Stade de France avec un mort. Donc j'ai tout de suite croisé ces éléments avec ma chef de section terroriste, avec le directeur de la DGSI. On a convenu de se tenir en lien et quelques minutes après, j'ai allumé mon poste télé et j'ai vu apparaître des bandeaux qui annonçaient sur une chaîne d'info continue, ça doit être 10h25, les fusillades sur les terrasses du 11e arrondissement. Et je pense qu'on a compris tout de suite ce qui se passait. Hein. Et que ça nous a certainement donné une bonne réactivité dans les décisions qu'on a prises. Donc on a tout de suite décidé de se saisir
sous une qualification de terroriste. Ce n'était pas la chose la plus difficile à faire, mais on l'a fait vite. Et puis après, on a pris, j'allais dire, la décision qui engageait toute la suite et qui allait nous permettre de mieux mener nos compétences. C'est qu'on s'est posé la question de savoir si on activait le dispositif de crise du parquet de Paris. Alors ce dispositif, qu'est-ce que c'était? On avait à l'époque, ça avait été créé par mon prédécesseur, une liste de crise, c'est-à-dire qu'on avait une liste de 38 magistrats qui présentaient cette caractéristique d'habiter à Paris ou en proche banlieue, d'appartenir tous à des sections de permanence criminelle ou crime organisé ou criminalité financière, donc qui avaient l'habitude de ce qu'on appelle les techniques spéciales d'enquête et qui pouvaient rejoindre le parquet dans un délai d'1 heure. Donc on a activé ce dispositif pour qu'on puisse créer une cellule de crise qui fonctionne H24, 7 jours sur 7, dans la salle de réunion de la section antiterroriste, un peu comme un état-major militaire, si vous voulez, et qui, en fait, était divisé en ateliers, souvent miroir avec la PJ, et qui surtout présentait cette particularité d'offrir à tous les partenaires du parquet de Paris un numéro de téléphone unique, qui était à disposition de tous les acteurs, donc PJ, renseignement, SAMU, Assistance publique de Paris, sapeurs-pompiers de Paris, SNCF, RATP, tout ce que vous pouvez imaginer. Et on a activé ça. Et c'est ça, en réalité, c'est ce dispositif qui nous a permis de mettre en œuvre nos compétences. Alors, qu'est-ce que c'était ces compétences? Il y en a qui se sont mises en œuvre facilement, d'autres beaucoup moins, et avec certains problèmes. La première, c'était effectivement de choisir les services de police qui allaient travailler. Hein, parce que c'est pas comme dans le film V13, hein, les services de police ne se saisissent pas, c'est le procureur qui les choisit et qui leur confie des investigations. Donc on a choisi 3 types de services qu'on met habituellement dans ce genre de choses. On a choisi la SDAT, donc sous direction d'antiterrorisme. On a choisi la DGSI, et comme l'attentat était à Paris, on a choisi la PJ Paris, donc avec la section antiterroriste de la brigade criminelle. Et comme tout ça, ça fait beaucoup de monde, sous le contrôle de M. Do, je pense qu'il n'y a pas eu, il y a eu pas loin d'un milieu d'OPJ qui a travaillé sur ce dossier, on a décidé de choisir un coordonnateur, et on a choisi de donner la coordination des investigations à la SDAT, compte tenu de sa position centrale dans le dispositif, puisque c'est vraiment elle qui était en charge de ça, surtout le territoire, et qu'on savait déjà qu'on allait avoir beaucoup de coopération internationale, puisqu'on avait très vite compris que les commandos venaient de Bruxelles. Voilà. Donc, première chose. La deuxième, c'est qu'on a désigné des magistrats du parquet pour aller accompagner les policiers et la police technique et scientifique sur toutes les salles de crime. Il y en avait 10 salles de crime concomitantes, c'est monstrueux, hein, c'est énorme. Ensuite, la responsabilité du parquet, c'est une fonction de direction d'enquête et de suivi de l'évolution des investigations faites par la PJ, dans laquelle on discute avec eux pour s'assurer que tout soit fait dans la régularité de la procédure. Et puis bien évidemment, on a un rôle important parce que c'est le parquet qui va aller voir le juge des libertés de la détention pour obtenir les autorisations d'investigation dont la PJ a besoin, écoute téléphonique, sonorisation, perquisition de nuit, etc. Voilà. Donc on a fait tout ça. Ça s'est, je pense, très bien passé parce que moi j'ai toujours souligné l'extraordinaire qualité de la coordination de la SDAT qui a permis véritablement une très bonne circulation de l'information. Je pense que les choses se sont vraiment bien passées dans le cadre de l'enquête. Il n'y a pas eu de difficulté notable là-dessus à ma connaissance. Autre compétence qu'on ignore parfois, c'est que, alors ça c'est pas tout à fait judiciaire, ça s'est bien passé aussi. À un moment donné, il a fallu donner l'assaut aux terroristes qui étaient réfugiés au Bataclan. Ça, c'est pas une décision spécifiquement judiciaire, mais le judiciaire y participe. On était face à des gens qui en fait ne voulaient pas négocier. On a compris depuis Mera, de toute façon, que ces gens-là ne négocient pas. Donc à un moment donné, il a fallu donner l'assaut pour préserver la vie des otages. Et ça, c'est une décision qui est une décision de l'autorité administrative, mais qui est prise après concertation avec le judiciaire. Donc sur le terrain, en réalité, moi j'étais avec le préfet de région, et de fait, on a décidé tous les deux d'entériner le plan d'assaut qui nous était présenté par le chef de la BRI, et qui finalement donc s'est bien passé, qui a permis de neutraliser les 2 terroristes et de sauver tous les otages. Pour les autres compétences, c'est plus compliqué, et il y en a eu beaucoup d'autres, parce qu'on ne connaît pas toujours toutes les compétences du parquet antiterroriste là-dessus. Donc je vous disais direction d'enquête, salle de crime, il y en a d'autres. Hein. On participait à tous les dispositifs de prise en charge des victimes. Ça a été très compliqué, parce que
On a des familles entières de victimes qui ont erré dans Paris toute la nuit, jusqu'au début de l'après-midi, à la recherche de leurs proches, en tournant dans tous les hôpitaux parisiens. Donc on a eu un réel problème de coordination et de prise en charge, mais ça c'est un peu la responsabilité globale des pouvoirs publics là-dessus, avec quelque chose qui n'a pas été suffisamment au niveau. Il faut dire que pour expliquer ça, l'instruction interministérielle sur la prise en charge des victimes d'attentats avait été diffusée le 12 au soir à 22 ou 23 heures, donc personne ne l'avait vue et la connaissait. Voilà. Donc tout ça s'est corrigé au fur et à mesure, notamment lorsque le Premier ministre a pris la décision d'ouvrir l'école militaire pour recevoir la famille des victimes. On a eu autre difficulté, vous évoquez les difficultés, le parquet a une compétence particulière, il faut signaler au fonds de garantie des victimes l'identité de toutes les victimes d'attentats. Ça c'est facile à faire quand vous avez 3 ou 4 morts. Quand vous avez 130 morts et plus de 500 blessés, c'est épouvantable et ça prend un temps fou. Un an après, cette liste des victimes n'était pas terminée. Médecine légale, ça aussi ça a été très compliqué. C'est le parquet qui décide avec quel institut médico-légal il va travailler et quel corps on va autopsier, quel corps on n'autopsiera pas. Là aussi on a essayé de faire au mieux. On s'est rendu compte que si on autopsiait toutes les victimes, on ne pourrait pas rendre les corps avant un délai de 15 jours. On a choisi délibérément, et ça on ne l'a jamais regretté, de ne prendre qu'un institut de médecine légale, parce que je pense qu'en avoir plusieurs aurait compliqué considérablement le circuit et le cheminement des familles de victimes. Donc on a choisi de travailler avec l'IML de Paris, renforcé par des IML de Lille, de Strasbourg et par des légistes de l'IRCGN de la gendarmerie. Et avec ça, on a décidé de discriminer les corps, c'est-à-dire de limiter les autopsies aux corps qui avaient été débris de corps, corps des terroristes, victimes non identifiées, plaies transfixiantes, ou avec des corps dans lesquels on ne trouvait pas les projectiles, et décès survenus à la suite d'hospitalisation, au regard des éventuels problèmes de responsabilité médicale. Et avec ça, on a pu rendre les corps aux victimes dans un délai de 6 jours, après que la PJ ait activé le protocole Interpol, peut-être M. Do pourra l'expliquer mieux que moi. On a quand même eu des erreurs d'identification de corps avec deux interversions, donc 4 corps. Des choses qui sont quand même un peu lourdes à porter après au regard des relations qu'on peut avoir avec les familles de victimes. Les dernières compétences, la coopération internationale. Vous n'avez pas aujourd'hui d'attentat terroriste sans dimension internationale des investigations. C'est vraiment le cas sur vendredi 13. Il faut savoir que vendredi 13, on a su dès 2 heures du matin, sous le contrôle de Christian Do, que 2 ou 3 heures, je ne sais plus, que tout ça vient de Belgique. Donc il y a eu une coopération judiciaire pénale extrêmement forte, puisqu'elle s'est traduite par une équipe commune d'enquête avec la Belgique, par un rôle moteur d'Eurojust, avec la France comme pilote et coordonnateur, et des investigations judiciaires qui ont concerné 13 États, dont les États-Unis, plus Eurojust et plus Europol, qui ont été d'ailleurs beaucoup rapprochés et qui, là aussi, travaillent beaucoup mieux depuis les attentats. Alors qu'avant, il y avait quand même, on va dire, une petite rivalité, j'en dirai pas plus. Coopération donc internationale qui a eu un effet extrêmement important, et où là aussi, je pense que les choses ont bien marché, à l'exception d'un certain nombre de la coopération avec les Belges, qui a été un peu empoisonnée par un certain nombre de fuites dans la presse, qui ont été tellement complexes qu'à un moment donné, la juge d'instruction belge ne voulait plus renouveler l'équipe commune d'enquête. Bon. Mais les choses sont finalement bien réglées. Enfin, dernière compétence qu'on a eu à exercer, c'était la communication, où effectivement, on a pris le parti d'être le plus transparent possible sur ce qui se passait, en essayant toujours de protéger, la présomption d'innocence, là, elle n'était pas vraiment en cause, puisque tous les terroristes acteurs étaient morts, donc elle n'avait quand même pas la même dimension, mais toujours communiquer en respectant la dignité des victimes et en essayant de protéger comme on pouvait la confidentialité des investigations menées par la PJ. On a fait comme on a pu, et on a été amené dans ce cadre-là à tenir 4 conférences de presse, je pense, le lendemain du Bataclan, le jour où on a déféré, le jour où il y a eu les premiers déferments à la clôture de l'enquête au moment de l'ouverture de l'information. Il y a eu ensuite un point presse au moment où
Salah Abdeslam a été arrêté en Belgique. Et il y a eu un dernier point de presse conjoint à Bruxelles avec le procureur fédéral pour justement communiquer sur les derniers développements de l'enquête à la suite de l'arrestation de Salah Abdeslam et des déclarations qu'il faisait. Voilà comment, grosso modo, on a essayé de fonctionner. Mais encore une fois, ce qu'il faut retenir, c'est que quand on est dans cette situation de crise, il faut avoir des outils pour se présenter dans les meilleures dispositions pour exercer ses compétences. Si on n'avait pas eu le plan de crise, si on n'avait pas eu cette cellule de crise, on ne serait jamais arrivé à exercer ses compétences. Et je pense que c'est vraiment ce dispositif de crise et le caractère collectif du parquet qui nous a permis de faire tout ça. J'ai rien contre l'instruction, j'adore le travail de l'instruction, mais un juge d'instruction n'aurait jamais pu, seul, à 2 ou à 3, faire le travail qu'ont pu réaliser à l'époque 38 magistrats et 12 greffiers, en ce qui concerne les compétences du parquet. Voilà. Mais ça renvoie, c'est le dernier message aux étudiants, aux évolutions de la procédure pénale depuis la loi Guigou. Hein. Aujourd'hui, la quasi-totalité du contentieux pénal est traitée par les parquets, parce que les parquets ont, depuis la loi Guigou, des instruments d'enquête et de procédure à leur disposition, bien sûr sous le contrôle du juge, que les parquets n'avaient pas avant. Je m'arrête là. Un exemple, 95 ans. Attentat RER Saint-Michel, qu'est-ce qui s'est passé? Le procureur de Paris de l'époque, Bruno Cotte, pensait aller sur les lieux, et au retour, 4 ou 5 heures après l'attentat, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert une information, il a saisi Jean-Louis Bruguière, le juge d'instruction. 20 heures après, on ne travaille pas plus du tout de la même façon. Merci. Je ne sais pas si Monsieur Do, vous avez des choses à rajouter aussi sur la politique du primo-intervenant ou ce genre de choses. Alors, nous, d'un point de vue policier, je dirais d'un point de vue plus opérationnel, pour le soir du 13 novembre, c'est un petit peu comme ce qui a été dit auparavant. À savoir que, de même qu'il y a un plan au niveau du parquet, il y a, au niveau des capitales européennes, depuis l'attentat de Madrid de 2004, on a mis en place des plans d'intervention, des plans multi-attentats. Ce qui s'est passé en fait à Madrid en 2004, et encore une fois à l'époque c'était aussi découvert pour les collègues espagnols, mais qu'il a fallu éviter de reproduire, c'est que en 2004, ils ont eu des attentats multisites. À l'époque, l'essentiel des forces de secours partis sur le premier site. Quand il a fallu agir sur le deuxième site, il n'avait plus que quelques véhicules en réserve. Et quand il a fallu découvrir qu'il y avait un troisième site, là par contre il n'avait plus personne envoyé. Et donc ce troisième site, le premier véhicule de secours est arrivé quasiment 3 quarts d'heure après les faits. Donc c'est fort de ces débriefings et de ces expériences qu'en fait les capitales européennes mettent en place des plans multi-attentats. Le plan multi-attentat, c'est une organisation qui permet d'intervenir sur plusieurs sites d'attentats en même temps. Pour Paris, ce plan est calibré pour intervenir sur 8 sites d'attentats simultanément, avec l'organisation qui va impliquer les 2500 fonctionnaires de la PJ parisienne, où en fait chacun est censé avoir un rôle. Donc comme vous l'imaginez, tout ça c'est un gros travail à faire en amont. C'est un travail invisible, où en fait on va faire avec tous les services et tous les enquêteurs des exercices au fur et à mesure. Donc évidemment, jusqu'en 2014, ces exercices étaient plutôt perçus comme quelque chose où donc, les collègues qui venaient aux exercices ne voyaient pas forcément un grand intérêt. Les exercices qu'on a fait après janvier 2015, évidemment, c'était tout à fait différent. Il a fallu former beaucoup de collègues en peu de temps. Cette philosophie de former un plan, elle existe toujours à l'heure où on se parle. Là, moi maintenant, je suis à la sous-direction de terrorisme. Cette semaine, on a fait le même type de formation sur 3 jours avec les collègues de la zone de Lille. Et on va en faire d'autres. Régulièrement, tout au long de l'année, on fait des exercices avec les différentes régions parce qu'on ne peut pas agir pour ce type d'événement et ce type d'attentat en improvisant au moment des faits comme on va faire. C'est pas possible, ça marche pas comme ça. Il y a des process pour le décompte des victimes, il y a des process pour la prise en charge des victimes, et il y a des process pour démarrer les constatations et faire en sorte qu'elles soient utiles. Donc ces process, c'est un travail en commun avec les pompiers et avec les autres services de secours, parce que
Une crise comme celle du 13 novembre, vous ne l'affrontez pas uniquement en étant enquêteur. Au départ, il faut savoir qu'il y a bien évidemment d'abord la priorité au secours. Le process et les plans tels qu'ils sont mis en place, malheureusement oui, il y a des victimes, que ce soit des personnes décédées, que ce soit des personnes blessées. Maintenant, quand on fait le retour d'expérience au niveau des services de secours, il faut bien savoir que, avec l'usage d'armes de guerre, comme ça a été le cas ce soir-là, les services de secours estiment, quand ils font leur rétex avec leurs homologues étrangers, on peut avoir entre 25 et 50% de pertes parmi les blessés. Le soir du 13 novembre, on a eu moins de 5% de pertes parmi les personnes qui étaient prises en charge blessées. Donc la prise en charge des blessés, elle s'est faite certes parfois avec des difficultés, parfois avec les moyens du bord, eu égard à la volumétrie du nombre de personnes qu'il y avait à prendre en compte, mais néanmoins, elle a fonctionné. J'ai envie de vous dire, ça a été la même chose pour l'enquête. Il y a un plan. Ce plan, au niveau de la préfecture de Paris, s'embrique avec le plan national antiterroriste au niveau de la direction de la police judiciaire au niveau national. Ça c'est pareil, ça s'est bien goupillé le soir du 13 novembre et les jours qui ont suivi, parce qu'encore une fois, c'est les constatations et les premières investigations faites le soir du 13 novembre qui permettent d'éviter ce qui aurait pu se passer et surtout de comprendre qu'une partie des terroristes étaient encore vivants. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans la première revendication de l'État islamique, le samedi matin, sont féliciter les 8 terroristes intervenants. Or, à l'époque, on a Salah Abdeslam qui est considéré comme en fuite, et ensuite, on a 3 morts au Stade de France, 3 morts au Bataclan, et Brahim Abdeslam qui s'est fait exploser. Donc en fait, nous à ce moment-là, au moment de la revendication, on a effectivement 7 terroristes décédés, 1 terroriste en fuite, donc ça peut coller avec les 8 de la revendication de l'État islamique. Or, c'est pas du tout ça. Une partie du commando est encore vivant et était en mesure de repasser à l'action sur Paris. Et ça, ce sont les premières investigations qui permettent de le comprendre. Donc encore une fois, c'était compliqué. Il y a évidemment toujours, dans quelque chose d'aussi massif, évidemment que tout ne marche pas comme on voudrait, mais je dirais que l'essentiel a fonctionné. En termes d'enquête, en termes de prise en charge des secours. Après, effectivement, je dirais, parce que ces 2 dispositifs étaient rodés. Le dispositif qui était, je dirais, le moins rodé et qui a été celui qui a nécessité le plus d'amélioration, là je parle d'un point de vue technique, c'était, comme disait M. Molins, le dispositif concernant la prise en charge des victimes. Où là, on a dû mettre en place, ce qui n'avait encore jamais été mis en place sur une scène d'attentat, c'est le protocole d'identification des victimes de catastrophe. Ce protocole d'identification des victimes de catastrophe, c'est un protocole, c'est assez technique, et je ne vais pas vous saouler avec les aspects techniques. Simplement, l'identification des victimes de catastrophe, c'est un process qui est plutôt utilisé dans les catastrophes naturelles ou aériennes. Le souci, qui en est, quand on dit ça, une catastrophe aérienne, malheureusement, vous savez que vous avez perdu votre proche. Et le but de l'IVC, ça va être, donc de l'identification des victimes de catastrophe, ça va être autant que possible d'aller sur le site du crash et d'essayer de retrouver les corps ou parties de corps qui concernent votre proche. Mais vous savez que votre proche est décédé. IVC sur une scène d'attentat, c'est autre chose parce que vous ne savez pas si votre proche est décédé. Il peut être aussi dans les blessés inconscients qui n'ont pas pu non plus donner votre identité. Et ce qui fait que ça fait énormément de stress. Et comme disait M. Molins, ça a été quelque chose de très compliqué à gérer et qu'on aura à nouveau à gérer malheureusement sur toute une masse. C'est la problématique de l'engorgement des hôpitaux pour la recherche de ses proches. Donc ce protocole d'identification des victimes de catastrophe, depuis, il est plus rodé, il est plus mis en œuvre de manière automatique, et notamment il sera mis en œuvre 1 an plus tard sur l'attentat de Nice, où là, pour le coup, ça permettra une identification de l'ensemble des personnes décédées ou blessées graves avec certitude sur un délai d'environ 3 jours. Alors 3 jours, ça peut paraître beaucoup, mais encore une fois, eu égard à la masse d'informations à collecter, parce que toujours pareil, il y a quand même ce côté massif au départ de personnes décédées malheureusement à traiter. Voilà. La partie gestion de victimes était la partie sur laquelle on avait, je dirais, le plus de progrès à faire, et on espère
l'avoir fait avec le temps. Je vous remercie pour vos réponses et je laisse la parole à Madame Chloé Barascu. Bonjour à tous, bonjour Monsieur Mollard, bonjour Monsieur Lo. Nous allons maintenant aborder donc l'évolution post-attentat et notamment ce qui est en lien avec l'état d'urgence. Puisqu'en effet, le soir même des attentats du 13 novembre 2015, l'état d'urgence est déclaré par le président de la République, François Hollande. Pour rappel, l'état d'urgence est un régime d'exception permettant de déroger aux règles de droit commun, notamment en cas d'atteinte à l'ordre public et donc à la sécurité. Ce régime prévoit, entre autres, des mesures attentatoires aux libertés et droits fondamentaux qui sont d'ordinaire interdites ou soumises à davantage de conditions et de garanties. Cet état d'urgence a été prolongé plusieurs fois car la menace terroriste était toujours très présente. Néanmoins, comme son nom l'indique, il s'agit d'un régime exceptionnel qui doit donc être limité dans le temps. C'est pourquoi il a finalement pris fin après presque 2 ans, en novembre 2017. Néanmoins, cette sortie de l'état d'urgence s'est suivie de l'entrée en vigueur de différentes lois ayant pour objet de renforcer les capacités d'enquête et de surveillance dans le but de mieux anticiper la menace terroriste. Il a, dans ce cadre, été possible d'entendre parler de pérennisation de l'état d'urgence. Donc, ma question sera pour vous, messieurs, face à ce mouvement, comment appréciez-vous cet équilibre entre efficacité sécuritaire et garantie fondamentale ? Bon, c'est une grande question, ça complexe. Ce que je voudrais dire d'abord, c'est que, pour l'évoquer rapidement, il n'y a pas que les lois qui ont changé après 2015, il y a aussi la politique pénale, puisque le parquet antiterroriste, donc le parquet de Paris à l'époque, après vendredi 13, avait quand même ouvert les yeux sur un certain nombre de choses et a radicalement modifié sa politique pénale, notamment, tout à l'heure je disais, financement du terrorisme. Donc on a demandé des vraies enquêtes à la PJ après avoir exercé ses compétences. On a beaucoup développé les liens avec Tracfin et la PJ, et on a pu ouvrir en quelques années plus d'une centaine de dossiers de financement du terrorisme à Paris, avec des gens qui ont été poursuivis, jugés et condamnés. On a criminalisé la situation des gens qui étaient partis en Syrie et qui avaient combattu avec Daesh, donc ils se sont retrouvés justiciables de la cour d'assises spéciale. On s'est mis à judiciariser toutes les femmes qui revenaient de Syrie, sauf si elles avaient été amenées là-bas sous la contrainte. Et enfin, on a aussi bien davantage qu'avant de judiciariser les mineurs. Donc là, en restant dans le cadre. Alors, pour répondre à votre question, je ne vais pas éluder sur le cadre légal. Alors, d'abord, il n'y a pas que l'état d'urgence. Je ne vais pas éluder l'état d'urgence, mais il n'y a pas que l'état d'urgence. Vous avez eu, après les attentats, un certain nombre de réflexions qui ont conduit en réalité effectivement à durcir le cadre légal sur la base de 2 réflexions. La première, c'était celle qui consistait à tirer les conséquences de la loi 4 sur le renseignement. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait donné la possibilité de renseignement sous le contrôle de la CNCTR, sous l'autorisation du Premier ministre, de faire des tas de choses. On arrivait à cette situation qu'avec la loi du 24 juillet 2015, les services de renseignement pouvaient faire des choses que le parquet et la PJ, eux, ne pouvaient pas faire dans le cadre d'une enquête judiciaire. Donc on a revendiqué un certain nombre de choses, et vous avez eu un texte qui est venu, c'est la loi du 3 juin 2016, qui est venu corriger tout ça, et avec cette loi, le parquet a eu le droit d'obtenir des autorisations du juge pour faire des perquisitions, des IMSI-catchers, des sonorisations, des captations informatiques, des keyloggers, des infiltrations, des enquêtes sous pseudonyme, etc. Tout ça, ça n'existait pas avant. Donc on a progressé dans quelque chose qui était assez logique. Il n'y avait aucune raison qu'on ait moins de pouvoir que les services de renseignement. C'était même assez paradoxal. Il y a eu un deuxième texte qui est venu, alors là plutôt d'inspiration sénatoriale, c'est la loi du 22 juillet 2016, qui alors là tire les conséquences, en plus il est voté une semaine après l'attentat de Nice. Qu'est-ce qu'il fait ce texte ? Eh bien, il aggrave les sanctions prévues, en matière notamment d'association de malfaiteurs terroristes criminels, qui passe de 20 ans à 30 ans. La direction de groupement terroriste passe de 30 ans à perpétuité. Et surtout, le Sénat supprime toutes les possibilités d'aménagement de peine en matière de terrorisme. Ce qui a ses avantages et ses inconvénients, parce que ça permet de garder les gens en prison plus longtemps. Ça, c'est peut-être le plus, en termes de dangerosité. Le moins, c'est que c'est un dispositif qui a favorisé les sorties sèches.
Et donc le fait que des gens puissent sortir en fin de peine sans dispositif de surveillance. Ce qui explique d'ailleurs après les lois de 2023, où on est venu imposer des dispositifs à des gens qui avaient purgé leur peine pour pouvoir conserver la surveillance des services de sécurité sur eux, compte tenu de la dangerosité qu'ils présentaient. Et puis il y a l'état d'urgence. Alors, l'état d'urgence, je pense qu'il faut d'abord voir ça comme... moi j'ai toujours pensé que ça mériterait de figurer dans la Constitution, personnellement, parce que ça permettrait un meilleur contrôle du Parlement sur cet état. Hein. L'état de siège y est, l'article 16 y est aussi, mais l'état d'urgence n'y est pas. L'état d'urgence, moi je crois qu'il faut aussi le remettre à sa place. L'état d'urgence a consisté essentiellement dans l'octroi de pouvoirs de police spécial supplémentaires au préfet. Pour moi, c'est ça essentiellement l'état d'urgence. D'abord, ça suspend l'exercice, je vous rappelle, hein, article 15, hein, on avait suspendu l'application de la Convention européenne en France. Hein. Parfois on l'oublie. Donc effectivement, les préfets se sont trouvés dotés de pouvoirs supplémentaires qui effectivement étaient la possibilité de leur donner les perquisitions administratives. Il y en a eu plusieurs milliers dans les jours qui ont suivi les attentats. Et la possibilité de travailler avec plus d'efficacité dans le cadre de ce qu'on appelait des périmètres de protection, c'est-à-dire des périmètres géographiques identifiés, parce qu'en raison de la tenue des événements qui s'y tenaient ou des manifestations, on estimait qu'il y avait une menace terroriste, ce qui justifiait le fait de donner au préfet des pouvoirs accrus de fouilles, de contrôle d'identité, de fouilles, de contrôle de bagages, etc. C'est ça, pour moi, l'état d'urgence, essentiellement. Mais honnêtement, il a pas mal fonctionné. À l'époque, il y a eu un vrai travail de suivi des deux commissions des lois de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et puis, je pense qu'il y a eu quand même une prise de conscience sur certaines choses. Hein. Je pense toujours au message qui avait été passé après 2 semaines de perquisition administrative par le préfet de région de Paris, qui avait incité à la modération par rapport à certaines décisions qui avaient été prises par certains préfets. Donc qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? On retrouve en réalité, je pense, un certain nombre de risques qu'il y a et qui font que, quand on parle de contre-terrorisme, on est vraiment au paroxysme des tensions qu'il peut y avoir entre respect de l'état de droit et respect de la sécurité des gens. Et ça, je pense que ça s'illustre particulièrement à travers deux phénomènes qui sont en fait des risques. Le premier, c'est le risque que j'appellerais de pérennisation de l'urgence. C'est-à-dire que ça, on le voit souvent en droit positif. On va adopter, dans le cadre de la loi, des mesures qui sont destinées à sécuriser les choses et à répondre à une situation d'urgence. Et puis finalement, on s'aperçoit que ces mesures qui étaient destinées à répondre à une urgence, elles vont être pérennisées dans le droit positif. C'est ce qui s'est passé avec cet état d'urgence. Hein. Je pense, moi, que ça a aussi contribué à rassurer la population. Hein. Cette urgence, il avait duré 2 ans, je pense qu'il avait rassuré les gens. Et je pense que c'est effectivement ce qui a pu justifier cette loi SILT du 30 octobre 2017, si ma mémoire est bonne, qui a donc pérennisé certains instruments de l'état d'urgence, et notamment tous ces pouvoirs donnés au préfet dans le cadre des périmètres de protection. Le deuxième risque, je pense, qu'il y a dans cette tension état de droit, respect de l'état de droit et exigence de sécurité, c'est ce que j'appellerais le mythe du risque zéro. C'est-à-dire que, c'est un peu aussi la fonction des politiques, ils ont en charge la sécurité des gens, c'est cette attitude, ce mythe qui consisterait à faire croire que le risque zéro peut exister en matière de terrorisme. Je ne sais pas ce qu'en passe M. Do, moi j'ai toujours estimé que le risque zéro, il n'existe pas et il n'existera jamais. Donc on ne peut pas, sous prétexte de parvenir au risque zéro, faire croire aux gens qu'à force de durcir des dispositifs, on parviendra à ce risque zéro. C'est un mythe et quelque part c'est une tromperie. Donc il y a un moment donné, il faut avoir un équilibre. Donc moi, je réponds à votre question. Moi, j'ai le sentiment que ce n'est pas l'avis de tout le monde. Il y a certains avocats, je pense notamment à Maître Spinozzi, qui pensent qu'on est passé de l'autre côté. Moi, je pense qu'on est encore dans notre pays dans le cadre du respect de l'état de droit, pour plusieurs raisons.
D'abord parce qu'on ne peut pas embastiller les gens dehors d'une procédure pénale. Hein. Pour remettre quelqu'un en prison, privé de sa liberté, il faut qu'il ait commis une infraction. Bon, mais à part le cas des alcooliques dangereux et des malades mentaux, et ça c'est tout à fait différent. Donc on est encore dans ce cadre-là. On est toujours dans le cadre de l'état de droit parce qu'on respecte les principes conventionnels et on respecte les principes du procès équitable. Et comme je dis toujours, le terroriste, quelle que soit la gravité de ce qu'il a fait, il est jugé par des juges qui ont le même statut que les juges qui jugent les cambrioleurs. Il est jugé par les mêmes procureurs qui ont le même statut que les autres procureurs. Et il est jugé suivant les mêmes règles du procès. Hein, contradictoire. Il n'y a pas de secret dans les procédures, sauf erreur. Les avocats ont droit à la totalité du dossier. Le secret défense, c'est différent. Ça affecte toutes les parties et tout le monde. On est tous à égalité par rapport à ça. Les gens ont le droit d'avoir un avocat, ils ont le droit d'être défendus, ils ont le droit d'être fait appel, ils ont le droit d'être entendus et de fournir leurs explications. Donc je pense qu'on est dans le respect du procès équitable. Et puis surtout, ce qui me fait dire que, même si encore une fois je le reconnais, on est peut-être un peu sur une ligne de crête, hein, et qu'il faut commencer à faire attention à ne pas aller peut-être trop loin, hein, et ne pas remettre en cause cet équilibre. Et puis surtout, il y a quelque chose moi, qui me rassure personnellement, je ne veux pas être d'un optimisme béat, mais je pense qu'on est dans un pays dans lequel, quand on regarde un peu, on élève le regard, quand on regarde ce qui se passe dans d'autres pays, nous on est dans un pays où les contre-pouvoirs fonctionnent. Hein. On peut se poser la question du fonctionnement des contre-pouvoirs aujourd'hui aux États-Unis. En France, on est dans un pays où les contre-pouvoirs fonctionnent. Quelques exemples. Le Conseil constitutionnel a bloqué et censuré pour inconstitutionnalité des tas de textes, soit sur la base de saisine du Parlement à la suite de textes qui venaient être publiés. On a la question prioritaire de constitutionnalité depuis 2008 qui a permis là aussi de toiletter des tas de choses. Donc ça fonctionne. C'est pareil au niveau juridiction administrative. Et au niveau du juge judiciaire, le juge judiciaire, il a un rôle à remplir et je pense qu'il le remplit. D'abord, je rappelle toujours, les juges et les procureurs ils ont une fonction constitutionnelle. Ils garantissent la liberté individuelle, article 66 de la Constitution. Et puis je pense qu'aujourd'hui, à travers le contrôle de proportionnalité, le juge, il a la possibilité d'écarter la loi nationale si elle l'oppose, si elle empêche, vous l'avez appris, hein, ça, si elle s'oppose à la mise en œuvre d'un principe conventionnel ou de la mise en œuvre d'une garantie apportée par la Convention. Voilà. Donc tout ça, ça fonctionne au quotidien. Donc moi, je vous répondrai que pour moi, l'état de droit, il continue à être respecté et j'espère qu'il continuera à l'être. Merci Monsieur Molins. Monsieur Do, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ? Non, moi je suis tout à fait d'accord avec M. Molins. Il faut faire attention au piège du risque zéro. C'est vrai qu'effectivement, il peut y avoir parfois une communication de certains politiques disant que forcément, s'il y a un passage à l'acte, c'est qu'il y a une faille. Et d'ailleurs, souvent, vous pouvez voir, quel que soit le fait divers, la première chose qu'on cherche, c'est la faille de l'État, que ce soit la faille de tel ou tel ministère par rapport à un événement grave. Donc ça, je dirais que tous en tant que citoyens, il faut qu'on y fasse attention. Le risque zéro n'existe pas, et donc à partir de là, je pense que oui, sur le plan des législatifs ou de l'application des lois, il ne faut pas partir dans tout et n'importe quoi. Pour ma part, je dirais que les mesures d'état d'urgence, elles ont eu, si on se remet dans le contexte de 2015-2017, elles ont eu leur utilité à cette époque, dans la mesure où on était à un moment où, certes, il y a des gros attentats en 2015, Nice en 2016, mais après, on va avoir quasiment en 2017, chaque mois, vous aviez un attentat qui faisait une victime ou des personnes blessées, mais rien que sur Paris, moi je me souviens en 2017, tous les mois, on avait un attentat. Donc, il faut voir aussi la charge que ça représentait en termes de travail, en charge. Voilà, il y avait énormément de choses à faire, et toujours pour un nombre d'enquêteurs qui n'est pas à l'infini. Et d'un point de vue opérationnel, je dirais que l'état d'urgence vous permet parfois d'aller à l'essentiel. C'est-à-dire que quand on parle de perquisition administrative, il vaut mieux se dire, ok, il y a un doute sur telle personne, on va tout de suite au résultat, c'est bon, c'est pas bon, et on passe à autre chose.
Parce que si on n'avait que le judiciaire, à chaque fois, ça veut dire travailler, faire une enquête sur la personne, faire des surveillances sur la personne. Donc ça, on peut le faire, je dirais, en temps moins de tempête. Mais là, vraiment, une époque, encore une fois, où on avait une armée qui était judiciarisée, parce qu'encore une fois, c'est un peu ça dont il s'agit. Le contexte était un petit peu différent. Maintenant, voilà, il ne fallait pas que ça dure. Et je vous avoue, pour ma part, j'étais aussi très content qu'on lève l'état d'urgence, parce que l'état d'urgence n'est pas une fin en soi et ne doit pas être un élément de communication. Il faut bien y faire attention. Moi, je suis très attaché à l'enquête judiciaire, je suis très attaché au cadre légal. Beaucoup de policiers sont dans mon cas, et voilà, l'état d'urgence peut se justifier par rapport à une époque. Maintenant, effectivement, encore une fois, ce n'est pas une fin en soi. Merci beaucoup, Monsieur Do. Moi, j'ai enfin laissé la parole à Madame Eva Delémo. Merci. Au vu du temps qui passe, nous allons directement passer à la dernière question. Le 8 septembre 2021, à Paris, débute le procès des auteurs des attentats du 13 novembre 2015. 6 ans après l'horreur du Bataclan, des terrasses du 11e arrondissement et du Stade de France, voici venue l'heure de la justice. V13, pour vendredi 13 novembre, c'est d'abord 132 morts, 413 blessés et plus de 2000 personnes qui se constituent partie civile pour un dossier d'instruction de 570 tonnes. Des centaines de personnes vont défiler à la barre pendant 10 mois pour raconter leur vendredi 13. V13, c'est une scène de 3 heures, disséquée en 149 jours d'audience, à travers les regards croisés de centaines de témoins, des victimes bien sûr, mais aussi des proches, des policiers sur place, des voisins, des médecins, des enquêteurs, des experts et même un président de la République. En la matière, le procès V13 a accordé une place significative à la parole des parties civiles. Cette évolution vous paraît-elle légitime et comment garantir, dans ce cadre, le respect de l'exigence d'impartialité de la justice pénale? Bon, c'est à moi. Bon. Alors, ce procès, j'ai un peu du mal à en parler parce que je l'ai vécu de l'extérieur. Donc, ce procès, pour moi, c'est d'abord une frustration parce que j'aurais bien aimé être avec mes collègues pour acquérir, parce que je pense que je les aurais accompagnés au moins au début. Mais j'étais plus en fonction, donc je l'ai vu de l'extérieur et en réalité, donc j'ai observé à travers le suivi de. Je le dis pour que vous compreniez un peu, parce que c'est un peu particulier comme approche. Je l'ai suivi en lisant des revues de presse, et puis j'ai eu la chance d'obtenir une connexion de la part du ministère, ce qui m'a permis dans mon bureau d'écouter. J'ai pu écouter pendant 1 jour et demi le réquisitoire des 3 avocats généraux, que j'ai trouvé absolument extraordinaire. Voilà. Donc je l'ai vécu de loin, sauf qu'à un moment donné, je me suis trouvé acteur, puisque j'ai été cité comme témoin, en fait, à la demande des victimes qui ont souhaité que je vienne m'expliquer et expliquer tout ce que j'avais fait lorsque je dirigeais le parquet de Paris. Donc j'ai été entendu à cette époque-là pendant, je crois, 3 heures quasiment par la Cour. Donc quel regard je porte là-dessus? Mais franchement, un regard extrêmement positif, parce qu'il y a quand même un certain nombre de choses objectives qu'on ne peut que constater. D'abord, c'est une organisation matérielle qui a été vraiment millimétrée, préparée très à l'avance, avec beaucoup d'argent mis par le ministère de la Justice, mais aussi le ministère de l'Intérieur. Si on prend le nombre de gens qui travaillent là-dessus, c'est considérable, pour assurer la bonne marche et la sécurité. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien toujours répéter, parce que ça montre que quand on veut se donner les moyens que la justice fonctionne bien, en lui donnant les moyens nécessaires et suffisants, elle fonctionne. Et tout le monde s'est félicité de l'organisation de ce procès. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que c'est quand même assez extraordinaire de voir un procès dans lequel il y a, je pense, une trentaine d'accusés entre les présents et les absents, qui se traduit par des peines
il y a certains verdicts d'acquittement, il y a des peines très lourdes qui vont jusqu'à la perpétuité incompressible, plusieurs perpétuités. C'est quand même assez extraordinaire de voir qu'il n'y a aucun appel qui est fait contre un procès comme ça, ni par les accusés, ni par les victimes, ni par le ministère public. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Et puis surtout, c'est un procès, je pense, qui a su faire la part des choses et les bousculer d'une certaine façon, tout en respectant certaines choses. Alors je m'explique, je pense notamment à deux approches. Ce procès, il a bousculé le code de procédure pénale. Je vais vous dire comment et pourquoi, et je pense qu'il a bien fait. Et puis, il a, et c'est aussi ce qui explique sa réussite, et puis il est arrivé à une forme d'équilibre. Alors d'abord, il a bousculé le code de procédure pénale. Comment et pourquoi? Le code de procédure pénale vous dit, dans des paragraphes qui sont relatifs à certaines audiences, que, notamment sur les interrogations des témoins, sur la prise de parole des réquisitions, que s'expriment d'abord les parties civiles, puis l'avocat général, et en dernier la défense qui doit avoir le dernier mot. Et il y a une pratique immémoriale qui est devant toutes les juridictions pénales qui fait que lorsqu'on interroge des témoins, l'ordre des questions qui lui sont posées suit finalement l'ordre des réquisitions et plaidoiries, c'est-à-dire on commence par les parties civiles, on suit avec le ministère public et on finit avec, je ne suis pas trop long, non ? C'est très bien. Et on finit avec la défense. Et en réalité, la Cour d'assises spéciale de Paris et tous les acteurs judiciaires ont tiré les conséquences de ce qui s'était passé sur Charlie Hebdo Hypercacher. Qu'est-ce qui s'est passé à Charlie Hebdo Hypercacher? Il y avait beaucoup de parties civiles aussi, et on s'est rendu compte en réalité qu'il y avait tellement d'avocats de parties civiles que lorsqu'on interrogeait les témoins, lorsqu'on venait le tour du ministère public, il n'y avait quasiment plus rien à dire et plus rien à raconter, alors que les intervenants des parties civiles, eux, s'étaient multipliés et qu'ils étaient extrêmement nombreux. Donc en fait, un sentiment à la fois d'inutilité et de répétition. Voilà. Parce qu'effectivement, quand vous avez des tas d'avocats qui défendent des intérêts qui ne sont pas forcément toujours convergents, vous pouvez avoir des redites ou des choses qui vont revenir à plusieurs reprises. Donc il y a eu une réflexion là-dessus au niveau de la Cour d'assises spéciale, et le président de la Cour d'assises spéciale, Jean-Louis Périès, a eu l'idée, en réalité, de modifier cette pratique. Il a décidé, il a eu l'art de faire accepter sa décision par tout le monde. Il a décidé, il est arrivé à imposer sa décision de modifier les choses, et il est arrivé à faire en sorte que les premiers... Alors, pour vous rappeler les choses, vendredi 13, c'est 3 avocats généraux. Je crois que, M. Do, il y a plus de 200 avocats de partie civile. Hein. Tout à fait. Je crois, normalement, ouais. Je crois qu'ils étaient très nombreux, plus de 200 faciles. Donc plus de 200 parties civiles et peut-être une trentaine ou une quarantaine d'avocats de la défense. Donc l'ordre qui a été choisi, ça a été le ministère public en tête, les avocats de la partie civile ensuite, et alors le code de procédure pénale ne le dit pas explicitement, mais quand on le lit attentivement, effectivement, il ne l'interdit pas. Et ça, je pense que c'est une modification procédurale qui a assuré, j'allais dire, une cohérence et un gain de temps phénoménal dans ce procès qui a quand même duré près de 10 mois. Hein, donc vous imaginez l'effet tunnel. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que je pense que ce procès a su réaliser un équilibre. Alors, moi, je suis de ceux qui pensent que on a bien fait de donner beaucoup de droits aux victimes, mais que maintenant, il faut commencer à se demander et se poser la question de ne pas aller trop loin. Parce que le procès, c'est quand même quelque chose de particulier. Sous contrôle de votre professeur, hein, le premier but d'un procès, c'est de statuer sur le bien fondé d'une accusation en matière pénale. Accusation qui est portée par le ministère public, qui représente les intérêts de la société. Ce n'est pas aux victimes à demander la peine, hein, et à se mêler de problèmes d'action publique. Donc, moi, je pense que le procès pénal doit rester dans cet objectif premier, qui est celui de statuer sur une accusation. Mais c'est là où il y a tout l'avantage de Vendredi 13, c'est que Vendredi 13 a su, tout en respectant cet impératif, assurer une part extrêmement importante aux victimes, et a su prendre le temps,
à travers la place qui leur était donnée, de les écouter. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît quelque chose qui m'a semblé très important et qui, je pense, a beaucoup participé au travail de reconstruction des victimes. Il y a des tas de victimes qui appréhendaient énormément ce passage. Il y a une organisation qui a été super bien faite. Alors ça, je l'ai su après, parce que je vais raconter. Toutes les victimes qui se présentaient à vendredi 13 avaient un cordon avec des couleurs différentes. Vous aviez une couleur qui signifiait cette victime-là, elle accepte de parler aux journalistes, donc vous pouvez aller la voir. La victime qui avait une couleur différente, c'était message aux journalistes, vous leur fichez la paix, vous ne leur adressez pas la parole. Donc déjà, ça a contribué à maintenir ceux qui ne voulaient pas parler, qui voulaient être tranquilles dans une sphère de confort, dans la sphère de confort dont elles avaient besoin. Et ces victimes, effectivement, à partir de là, le président a pris le temps de consacrer à leur audition toutes les semaines qui étaient nécessaires et les a laissées parler pour qu'elles racontent effectivement tout leur vécu de l'attentat. Et je pense que c'est à travers effectivement cette organisation du temps d'audience suffisamment souple pour prendre le temps d'écouter qu'on est parvenu effectivement à ce sentiment de satisfaction et de quasi-unanimité sur la réussite de ce procès. Voilà. Voilà ce que je pourrais dire là-dessus, avec, je pense, quelque chose qui, pour moi, pose pas véritablement de problème en matière d'impartialité. Pour répondre à la fin de votre question, je pense qu'on peut prendre en compte les intérêts des victimes dans un procès et prendre le temps de les écouter, tout en restant, j'allais dire, dans une attitude médiane, hein, le tir impartial voulu par la loi pour trancher les litiges et se laisser sur une accusation. Je pense que les juges l'ont particulièrement bien fait. Hein. Les juges ne sont pas allés avec les avocats des victimes et le soir du verdict au bar du palais. Hein. Les juges n'y étaient pas, hein, ils sont rentrés chez eux. Donc je pense que la impartialité, dans le sens de la décision qui a été rendue, est tout à fait absolue, et qu'on ne peut pas les suspecter de quoi que ce soit là-dessus. Donc pour moi, c'est un équilibre qui a été trouvé, qui respecte, donc je pense, l'office du juge, et qui respecte particulièrement son indépendance et son impartialité. Voilà, c'est comme ça que je lis ce procès. Je vous remercie de votre réponse. Monsieur Do, quelque chose à ajouter ? Oui, alors moi je partage tout à fait le fait qu'effectivement, je pense que ce procès pour l'institution judiciaire au sens large a été une grande fierté par rapport au traumatisme qu'on avait vécu. Quand j'en parle notamment avec les collègues américains, nous envient en fait ce type de procès parce que eux, avec la problématique Guantanamo, alors Guantanamo c'est peut-être très bien d'un point de vue médiatique. Ça a pu faire des images qui ont frappé l'audition, mais Guantanamo, ça a été mortifère sur le plan pénal et sur le plan des juridictions. Parce que quelqu'un qui est torturé, ça ne rentre pas dans un processus judiciaire moderne. Donc pour nous, ce système de rassemblement de la preuve, ce système de discussion autour de la preuve, autour d'un procès, aussi grand soit-il, c'est quelque chose effectivement où je pense qu'on peut être collectivement fiers. Monsieur Mois parlait d'équilibre. Alors là, moi, c'est peut-être un sujet sur lequel je peux peut-être avoir un petit point de vue légèrement différent. En fait, j'avais regardé les chiffres rapidement sur Google. Donc effectivement, il y avait grosso modo 2400 parties civiles à la 13 et environ 330 avocats. Bon, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Moi, je ne vous cache pas, ayant témoigné aussi à Charlie Hebdo et à B13, ce poids des avocats partie civile, pour ceux qui vont défendre les victimes, c'est chose. Maintenant, moi, j'ai pu trouver parfois que certains avocats commençaient à s'en faire une tribune, ce qui parfois pouvait être un petit peu délicat. Et actuellement, je dirais parfois, quand on débriefe avec certains magistrats, il y a aussi peut-être cette problématique. La voix de la défense, parfois, pouvait être peut-être un petit peu difficile à se faire entendre par rapport au flux des avocats de partie civile. Ça a parfois un petit retour. Mais encore une fois, globalement, ça reste quand même ce procès quelque chose dont on peut être collectivement, je pense, très fier au niveau de l'institution.
Merci, je remercie nos intervenants pour ces réponses plus qu'enrichissantes. Voici venu l'heure maintenant des questions pour le public. Je vous laisserai scanner le petit QR code qui se trouve sur les tables. En attendant, est-ce que les professionnels, magistrats ont des questions? Des remarques. Ou des remarques. Ou les collègues, voilà. Merci beaucoup pour ces éclairages extrêmement précieux. Le terrorisme, c'est l'un de ces crimes pour lesquels ne relève pas de la compétence des juridictions pénales internationales. En premier, la Cour pénale internationale. L'exception qui confirme la règle, c'est le tribunal spécial pour le Liban, qui est la seule juridiction internationalisée qui est compétente en la matière. On a eu ce débat de savoir si la Cour pénale internationale n'aurait pas dû être compétente en côté du génocide, crime de guerre, crime d'humanité, crime d'agression pour le terrorisme. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ce sont des difficultés qui sont inhérentes à cette notion de terrorisme et à ce que ça représente. Parce que le terrorisme, c'est d'ailleurs ce qu'il faut aussi la différence avec le narcotrafic. Le narcotrafic peut amener à déstabiliser l'État, mais le narcotrafic n'est pas dirigé contre l'État. Hein. Le narcotrafic, c'est pour remplir les poches d'argent d'un certain nombre de malfrats. Le terrorisme, lui, il est dirigé contre l'État. Parce qu'en fait, il est dirigé contre... il vise à remettre en cause l'État, les institutions, le fondement du pacte social. Et les victimes, en fait, ne sont victimes que parce qu'elles ont le malheur d'être là. Le terrorisme, c'est pas contre les victimes directes qu'il est dirigé, c'est contre effectivement l'État et les institutions pour le déstabiliser. Et ça, c'est particulièrement vrai pour le terrorisme djihadiste, hein, qui voudrait substituer la charia à la démocratie. Donc c'est une difficulté qui fait que je pense que de tout temps, moi je le lis comme ça, hein, de tout temps il y a eu une forme de prévention à l'égard de ce qui pourrait se traduire par un contrôle des autres sur la définition, sur la poursuite ou sur le jugement. Et c'est en fonction de ça que, je vous prends deux exemples. Après les attentats de 2015, il y a eu à un moment donné des velléités de certains, notamment de juridictions internationales, qui consistaient à envisager la création d'une juridiction européenne qui aurait été chargée de juger les terroristes ayant commis les attentats les plus graves. Ça ne s'est jamais fait. Tout simplement, je pense, parce que, compte tenu du but du terroriste et de ce contre quoi il est dirigé, chaque État, en réalité, a envie de garder le monopole et la maîtrise de la réponse qu'il va y apporter. Et je pense que c'est encore plus vrai quand on pense à la définition. Est-ce que vous avez une définition universelle du terrorisme? Ben non, il n'y en a pas. Il n'y en a jamais eu. Moi, je pense qu'il n'y en aura jamais, parce que là aussi, vous avez toujours des points d'achoppement sur le terrorisme. C'est un sujet pollué qui peut parfois avoir aussi des conséquences politiques, parce qu'on sait bien en histoire, hein, dans l'histoire du monde, dans la géopolitique, que certains terroristes d'un jour ont pu devenir les gouvernants du lendemain. Voilà. Il y a aussi le sujet des guerres de libération nationale, avec des gens qui ont lutté, qui ont fait des actes terroristes avant de prendre les rênes d'un pays. Vous avez aussi des formes de terrorisme, je pense au terrorisme d'État. C'est des choses qui existent aussi, hein. La Libye, l'Iran, la Syrie. Donc je pense que tout ça explique effectivement très bien la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Oui. Alors, oui, merci de vos interventions, de vos éclaircissements. Alors, je suis un enseignant en droit public. Bon, je pense que la lutte contre le terrorisme n'a rien de privé. On est toujours dans le public. Comme le droit pénal, en fait, c'est pas le droit privé. Arbitrairement changé dans la section 1, voilà, c'est pas la question. La question est de savoir quelles sont les relations, les interactions même, entre les autorités administratives et judiciaires dans la lutte contre le terrorisme, notamment en phase de prévention. Parce que parfois, on constate que les deux sphères de police administrative, police judiciaire, partagent un peu de compétences. Et les perquisitions, le gel des avoirs et surveillance, etc., tout ça. Mais comment dans la pratique? Dans la pratique, ces deux autorités collaborent ou s'empilent parfois. Entre l'administratif et le judiciaire.
Hein, c'est ça. C'est ça, voilà, entre la police administrative et le judiciaire, quoi. C'est ça. Alors, c'est complexe comme question. Il y a une approche très basique qui consiste à dire que, mais ça c'est l'approche constitutionnelle des choses, hein, il y a une séparation de l'administratif et du judiciaire. Les services de renseignement n'ont plus matière à intervenir dès lors qu'ils ont suffisamment d'éléments permettant de déterminer qu'ils sont face à quelque chose qui constitue une infraction à la loi pénale et une infraction terroriste. Dans ce cas-là, c'est cloisonné, ça s'arrête. C'est-à-dire que normalement, la mission de l'administratif cesse le jour où le service de renseignement a suffisamment d'éléments pour penser qu'il y a une infraction. Et ça, il y a des décisions du Conseil constitutionnel là-dessus. Hein. C'est vraiment l'ordre administratif d'un côté, le judiciaire de l'autre. Et le service de renseignement, dans ce cas-là, a l'obligation de judiciariser et d'aller voir le procureur qui va prendre la décision de judiciariser ou pas et d'ouvrir une enquête. Alors pour autant, je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui sont en place pour, au-delà de ces cloisonnements, il peut y avoir des questions qui se posent, parfois des passerelles, et des choses qui ne sont pas toujours très orthodoxes. Alors je vais vous prendre quelques exemples. Je pense que la CNCTR, aujourd'hui, veille au grain de ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que la CNCTR, quand elle donne un avis sur une demande de technique de renseignement, elle s'assure toujours que ça ne rentre pas dans le champ d'une enquête judiciaire ouverte. Je prends un exemple, ça c'est des choses qu'on peut voir de temps en temps, mais c'est un peu compliqué. Hein. Vous avez quelqu'un qui est mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes. Il est en liberté sous contrôle judiciaire et il continue. Il est surveillé par les services de renseignement qui vont voir la CNCTR pour obtenir des techniques de renseignement sur le plan administratif. Bon, donc la CNCTR va veiller au grain. Vous avez maintenant une procédure aussi qui est un peu hybride, qui on ne sait pas trop où elle est. Le préfet du département a la possibilité de solliciter, je ne sais pas si ça existe dans les autres pays, le préfet du département a la possibilité de solliciter du juge des libertés de la détention une autorisation de perquisition. Donc le préfet autorité administrative peut demander une autorisation au juge. Simplement, ça va passer par le procureur donc le PNAT aujourd'hui, qui a la possibilité d'examiner la requête du préfet, de la transmettre au juge, et s'il estime que dans la requête du préfet, il y a suffisamment d'éléments fondant une infraction terroriste, eh bien, il peut ouvrir une enquête sur la base de la requête et dire, bon, ben, monsieur le préfet, votre enquête, je ne la transmets pas, mais sur cette base, j'ouvre une enquête judiciaire. On est vraiment dans des choses qui deviennent un peu compliquées. Et puis, je citerai deux autres choses sur le cloisonnement. Bon, alors d'abord, le Conseil d'État et la Cour de cassation se parlent, bien évidemment, sur ces choses-là. Mais il y a enfin deux choses qu'on peut évoquer, là aussi, en termes d'ouverture et d'échange. C'est que, alors ça, M. Do pourrait peut-être mieux en parler que moi, quand j'étais parti, on venait de créer une sorte de comité stratégique au ministère de l'Intérieur qui réunissait à la fois les services de renseignement, les services de police judiciaire et le parquet terroriste, je pense que ça existe toujours, qui permettait effectivement d'échanger dans le respect des compétences de chacun. Et puis enfin, dernière chose, vous avez aujourd'hui, depuis une loi de 2019, si ma mémoire est bonne, quelque chose qui est assez révolutionnaire. Normalement, M. Do l'évoquait tout à l'heure, normalement le renseignement va irriguer le judiciaire. C'est sa fonction première. Et bien aujourd'hui, la procédure pénale permet à l'autorité judiciaire d'irriguer le renseignement. Puisque vous avez un article dans le Code de procédure pénale qui est l'article 706-23-2 qui vous dit que le procureur ou le juge d'instruction qui a un dossier d'enquête ou d'instruction, si dans ce dossier il a un élément qui est de nature à intéresser le travail des services de renseignement, il a la possibilité de lui communiquer officiellement. Donc vous voyez, on est vraiment dans des choses qui constitutionnellement sont séparées, mais qui s'apparentent de plus en plus à une forte, que je pourrais qualifier de forme de cercle vertueux, où chacun va finalement irriguer l'autre, dans un mouvement qui, à la limite, pourrait ne pas s'arrêter. C'est un peu compliqué, j'essaie de présenter les choses simplement. Monsieur Do, vous voulez prendre la parole ?
Non, alors, effectivement, cette instance entre service judiciaire, service de renseignement et le parquet antiterroriste existe toujours, hein, et se réunit, cette commission elle se réunit régulièrement, comme vous dites, pour échanger chacun en respectant les prérogatives de l'autre. Parce qu'au-delà, là effectivement on a fait un focus sur les 10 ans sur le terrorisme sunnite. Néanmoins, maintenant on a des nouvelles formes de terrorisme. Et effectivement, il ne faut pas négliger la résurgence de ce qu'on appelle le terrorisme d'État, et donc les affaires d'ingérence étrangère auprès d'opposants sur son sol. Et ça, c'est également un domaine où autorités administratives, autorités judiciaires sont obligées de se parler et effectivement de créer aussi ce cercle vertueux qui voilà, colle aussi malheureusement à l'actualité et au phénomène que nous rencontrons actuellement. Merci. Oui, Christophe Gesselot. Merci. D'abord, merci à M. Molins et M. Do pour tout l'intérêt que leurs propos ont pu susciter au cas de ma part. C'était vraiment très intéressant, très clair. Et merci également aux étudiants. Je trouvais très admirable les interventions, la maîtrise de la parole orale. C'était vraiment brillant. Merci beaucoup. J'aurais une question pour vous, monsieur le commissaire divisionnaire. Est-ce que vous anticipez en termes de renseignement aujourd'hui, excusez-moi, le retour d'un certain nombre de djihadistes qui sont libérés, qui ont été libérés en Syrie? Est-ce que vous avez des capacités d'anticiper en termes d'identification notamment de ces djihadistes et de renseignement? Est-ce que vous avez les moyens? Alors, le son était un petit peu compliqué. J'ai compris qu'il était question donc des djihadistes toujours sur zone. Ceux qui vont rentrer, qui sont libérés, qui étaient en prison. Est-ce que vous avez, vous, des capacités d'identification, d'anticipation de ce retour? Est-ce que vous travaillez déjà sur ce retour d'un certain nombre de djihadistes qui ont été libérés en Syrie? Oui. Alors, c'est un sujet qui est très compliqué. C'est un sujet très complexe parce que le problème, c'est qu'on a sur zone des personnes qui sont pour certaines présumées mortes, mais dont on n'a pas la certitude et dont on n'a pas de preuve du décès. On a des personnes qui sont toujours dans des katibat, donc des groupes combattants, et on a des personnes qui sont en camp de prisonniers et ou libérés. C'est-à-dire que soit ils étaient dans les camps de prisonniers qui actuellement sont en train de prendre l'eau avec le nouveau pouvoir en Syrie. Donc voilà, on a ces trois catégories de personnes. Pour toutes ces personnes, des enquêtes judiciaires ont été ouvertes. Donc pour toutes ces, on a mis au titre des services judiciaires, on essaye de mettre en place des dispositifs d'alerte avec les autres services européens sur le plan judiciaire, sur le plan de la police aux frontières. On met en place différents systèmes d'alerte pour, si quelqu'un franchit la frontière, qu'on puisse le savoir. Ça, je dirais, c'est sur le plan judiciaire et également sur le plan administratif. Sur le plan du renseignement, il y a bien évidemment une coopération avec les services de renseignement étrangers pour essayer, autant que faire se peut, de contrôler la localisation des uns et des autres. Maintenant, il faut être très clair, c'est quelque chose pour l'instant qui est très complexe dans la mesure où on est avec les systèmes étatiques, soit type Syrie, qui sont assez compliqués et pour lesquels on n'aura pas une coopération franche et massive, soit des zones, entre guillemets, actuellement, je ne vais pas dire de non-droit, mais qui en fait ne sont plus gérées par un État en tant que tel. Et donc on a toujours nos djihadistes qui évoluent dans cette partie du monde, compliqué à localiser, et donc c'est pour ça que là, pour le coup, par rapport à la question précédente, une très forte nécessité de coopération entre l'administratif, mais au sens renseignement, y compris renseignement extérieur et judiciaire. Je peux vous poser une question, monsieur Do? Je vous en prie. Nous avons un jeune étudiant qui vous pose une question. Est-ce qu'avec l'arrivée du nouveau président syrien, le nouveau régime syrien, est-ce que ça a déjà amorcé la reprise de la coopération policière et judiciaire? Ou est-ce que c'est toujours au même état? Alors, pour l'instant, c'est au même état. On est très prudent. Il me semble qu'il va y avoir à nouveau
un office de liaison qui va se mettre en place bientôt avec la Syrie. Je crois qu'il y a actuellement une réflexion qui est menée sur le sujet pour voir la possibilité de le faire. Mais en tout cas, voilà, c'est une réflexion qui avance sur ce sujet pour voir si le moyen quand même au moins de rétablir un canal de discussion et d'échange. Si les professionnels n'ont plus de questions, nous allons désormais passer à un court temps d'échange avec les questions posées par le public. Je tiens à vous remercier d'ailleurs de votre participation au sein du Book Club et je vais demander à Madame Bond de lire la question sélectionnée parmi les questions du public. Alors, bonjour tout le monde. Donc on a une question pour Monsieur Do. Je ne sais pas si vous m'entendez correctement. Oui, c'est tout bon. Je vous entends bien, je vous entends bien. Alors, la question est la suivante. Que pourriez-vous nous dire sur le rôle du groupe financier de la SAT, donc la section antiterroriste, dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme? Alors, en fait, c'est un groupe, au niveau de la SAT, ce groupe financier qui avait été créé, c'est une idée au départ d'un ancien chef de la brigade criminelle, mais qui auparavant avait été chef de la brigade financière. Et lui, quand il était arrivé, et il s'était dit c'est un manque, il va falloir combler. Et effectivement, nous, ce groupe financier, il nous a apporté énormément sur deux plans. Objectivement, les investigations financières, quand on est dans la police, c'est quelque chose de très technique, de très spécifique. Et donc, comme souvent un enquêteur, s'il ne sait pas faire, plutôt que de dire qu'il ne sait pas faire, il va vous dire que ça ne sert à rien. Et là, avoir un groupe qui sait faire, ça nous a apporté beaucoup. Parce qu'avec le temps, on a pu mettre en place des outils et des enquêtes en coopération avec le CNAP, notamment par l'envoi de fonds à l'étranger, qui nous ont permis en fait de détecter les gens qui partaient. C'est-à-dire qu'en fait, on a eu un certain nombre de gens qui sont partis sur zone et que l'on a pu détecter uniquement grâce aux flux financiers et au transfert de fonds qui étaient faits par leur famille. Donc ça a été un travail de plot, de laine un petit peu à défaire, de fil à tirer, mais ça a été très opportun. Pour vous donner une idée, le groupe financier, c'est environ 7 personnes, mais qui ont tous une très forte expérience financière et ça nous a aidé donc pour, d'une part, notamment dans les années 2014-2017, donc pour identifier, c'était un canal d'identification des gens qui partaient, mais ça a été aussi un canal pour supprimer les flux financiers. Parce qu'évidemment, il y a les flux financiers des familles qui envoient, mais au départ, et ça avait aussi fait parfois l'objet de débats parlementaires, on s'était rendu compte avec le temps qu'un certain nombre de personnes qui partaient sur zone, en fait, continuaient de toucher les allocations familiales. C'est tout bête. Mais autant 300 € d'allocation familiale, quand vous êtes en France, ça peut paraître ce que c'est. Avec 300 € en Syrie en 2015, vous vivez très bien. Donc, aussi, ça paraît peu de choses, mais mis à bout avec autre chose, voilà, ça a permis aussi de couper certains flux et certaines aides financières qui étaient données finalement au djihadistes. Donc c'est un groupe qui a une très très grande utilité. Bien, cette conférence touche à sa fin. Je tenais à remercier la présence des professionnels, magistrats, Madame la bâtonnière, mesdames et messieurs les professeurs d'université et vous, chers étudiants, ainsi que Monsieur Do et Monsieur Molins. Merci à tous pour votre présence. Je tiens à signaler pour les étudiants du Master 1 et Master 2 droit pénal, ainsi que pour les professionnels qui nous font l'honneur d'être présents, qu'un verre de l'amitié vous attend en hall Fourier, juste en face. Merci à tous. Je rajoute un remerciement au service technique pour la mise en place du micro et pour l'enregistrement de cette table ronde qui sera en ligne prochainement, consultable sur plusieurs semaines. Merci à tous. Merci encore.